Salut à tous! Bienvenue pour ce mois de janvier pour une nouvelle vidéo tier list. Ça commence à faire un petit moment et je voulais pas tellement me lancer dans ce qui sortait du cadre de Disney. Je voulais vraiment que cette année soit une sorte de renouveau, un retour aux sources où ce serait vraiment Disney en premier plan et très rarement autre chose. Néanmoins, étant donné qu'en ce tout début d'année 2024, j'ai fini de suivre une certaine série qui a beaucoup fait parler et pour certains cas de façon intéressante mais un peu incomplète pour moi, j'avais un peu envie de revenir sur cette série et ce qu'elle m'a fait ressentir, c'est-à-dire l'attaque des Titans. L'animé événement qui a la saison 4 en 4 parties. qui a pris son temps à se faire, hein, ça se voyait qu'il voulait peaufiner le truc, en tout cas dans la mise en scène, ça se sentait. Et une fois que c'est sorti, cette quatrième partie, je me suis enfilé toute la saison 4 d'un coup. Je suis plutôt content d'avoir fait comme ça. Si j'avais su, j'aurais peut-être même attendu pour voir même les saisons 1, 3, mais on va en parler rapidement de ça. Et ouais, cette saison 4, elle a tendance à diviser un petit peu. Bon, elle plaît, globalement elle plaît bien cette saison 4, mais il y a quelques petites plaintes, petites complaintes qui sont très recevables et moi-même je reconnais que même si j'ai apprécié, globalement j'ai apprécié cette saison 4 et la conclusion que ça a mis en place, j'ai quelques petits soucis de traitement par-ci par-là qui m'empêchent de l'adorer. Alors que dans les ambitions, la mise en place, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et je pense que le plus simple pour moi, et le moins chiant à monter, pour parler des choses que cette saison 4 a su bien réussir, bien poursuivre par rapport aux 3 premières saisons, et ce qui était un peu plus frustrant, et bien c'était de revenir sur les différents personnages importants que cette série nous a donnés, qui sont assez nombreux. Et pour ceci, les tier lists ne manquent pas. Il y a beaucoup de tier lists sur l'attaque des Titans. J'en ai pris une qui lui correspondait le mieux. Je vous présente mes excuses d'avance. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour me souvenir un petit peu de tout ce beau monde et comment ça m'a impacté. Mais il y en a certains, je suis désolé, j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir d'un tant soit peu quelque chose de marquant. D'une part parce que ça faisait un moment que j'avais vu les saisons 1 à 3 et que je me suis vu pas mal de trucs entre temps. Mais aussi parce que il y a ce côté très riche des personnages et très riche dans la façon dont on se débarrasse d'eux. Dont on les montre assez vite. Et il y en a certains, une partie de la saison 4, je pense que s'ils avaient été traités de cette même façon et qu'il y avait eu d'autres saisons par la suite, j'aurais fini par les oublier un peu, les considérer moins comme d'autres. Mais autant en parler tout de suite. Bon, j'ai fait les mêmes catégories habituelles, hein, S, A, F, je ne suis pas embêté, hein, et j'ai fait la catégorie Tu existes. C'est-à-dire, je te reconnais un tout petit peu, mais j'avoue que j'ai pas gardé un souvenir impérissable de toi, mec. Donc, on va commencer. J'arrive pas à le reconnaître. Si ça se trouve, ce personnage est important. Mais alors, cet angle, il y a pareil pour un autre angle plus tard. On va en parler un petit peu parce que je suis presque sûr de la reconnaître, celle-là. Mais bref. Et ouais, je m'excuse d'avance s'il est plus important qu'il y paraît pas parce que je l'ai pas reconnu. Celui-là non plus. Lui, ça fait partie des nombreux membres du bataillon qui ont leur petit moment de gloire mais qui finissent par crever. C'est ce côté très drame qu'on aime bien répéter, hein, qui peut être un petit peu redondant à la longue, hein, je dois avouer. Donc elle, je la repère plus des masses, il me semble que c'est la mère de Rainer et Gabi. Et ouais, lui c'est le grand-père Jäger, qui a un petit peu endoctriné son fils au départ, qu'on n'a pas vu tant que ça, en toute sincérité. Il m'a pas marqué grandement, il est un petit peu important pour l'histoire, mais pour le peu qu'on le voit, lui, j'ai pas réussi à le recapturer. Je vous cache pas, il y a un truc qui... Vraiment, hein, à un moment donné, j'ai cru que c'était peut-être Jean, mais non, Jean, il est là, Jean, hein, je suis pas complètement miro. Donc, je le resitue pas, celui-là. C'est moi. Alors lui, je me souviens que c'était une des recrues potentielles pour prendre le contrôle d'un titan. Je sais pas pourquoi lui et pas un autre, parce qu'il y a une fille aussi avec lui qui meurt à peu près en même temps, donc je sais pas pourquoi on l'a compté.
Lui, je sais que c'est un soldat qui s'est battu à un moment donné pour protéger les autres, mais qui a fini par se faire buter par les titans à la tour lorsqu'il se cachait. Je me souviens à peine, lui je le resitue pas. Lui je me souviens vaguement, mais je le resitue pas des masses. Lui aussi c'était quelqu'un qui a participé mais qui a fini par crever. Alors lui, c'était un soldat qui est un peu en lien avec un massacre que Kenny a fait à un moment donné. Je me souviens plus des masses et lui je ne le resitue pas. Elle, il me semble que c'est elle, je suis même pas sûr à 100%. C'était la sœur du Papa Yeager. Donc, qui meurt assez vite, elle aussi, donc elle n'a pas marqué grandement sur le coup. Je veux dire, elle apporte un côté drame, mais ouais, voilà. J'aurais eu beaucoup de mal à développer quoi que ce soit, à part en me forçant à revoir toutes les images, etc. Et je voulais pas non plus faire des recherches pendant une demi-heure pour me dire ah ouais elle a fait ci, ça je me souviens quoi. J'ai consulté une liste pour pas trop me perdre, pour pas non plus en oublier les plus importants, mais voilà. Et il y a ça. Alors je m'excuse d'avance, je ne reconnais pas directement ce visage. De ce que je vois dans cette liste et par procédé d'élimination, je dirais que c'est Ymir Fritz, première du nom. Et donc ouais, et si c'est le cas, c'est un petit peu important. Je veux dire, voilà, ce genre de face, c'est pas n'importe qui l'a fait, quoi. Et ça me semblerait le plus logique. Parce que ouais, elle est nulle part ailleurs, et bon, même si ça correspond pas très bien niveau coupe de cheveux, ils changent énormément de coupe de cheveux les personnages, donc voilà, donc Ymir qu'on met surtout beaucoup en avant dans la saison 4 qui représente un gros morceau, un gros tiers, presque la moitié de toute la série, ouais, son histoire est assez triste. Si c'est elle, une fois de plus, je dis des conneries, je m'excuse d'avance, hein, ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je n'en ai pas la moindre idée. Hein. C'est le problème, excusez-moi. Ouais, son histoire est assez touchante, assez tragique. Un peu survolée dans les recoins, je trouve. Je pense que avec un peu plus de temps alloué à ça, à son passé, à sa psychologie, on aurait pu avoir quelque chose. Mais on a essayé d'être un peu stylisé autour du personnage, de montrer un petit peu ce qu'elle a vécu sans aller dans l'exposition gratuite. C'était vraiment du flashback qui montrait un petit peu ce qu'elle a vécu et ce qu'elle ressentait à travers juste ses expressions et comment les autres personnages qui observent ça peuvent le comprendre, quoi. Donc c'était intéressant la présentation, je la mettrai en B- dans l'absolu. Allez, nous commençons les personnages que je retiens bien, même si j'ai pas tous leurs noms, je suis désolé. Par exemple, elle, j'ai dû faire une petite recherche pour me rappeler que son nom était Kaya, parce que sinon... Alors, ce qui est intéressant, c'est comment elle crée le lien entre Sacha et Gabi dans la saison 4. Et on sait jouer sur certains persos qui étaient très mineurs, sans mauvais jeu de mots, avant, pour les rendre plus importants, plus impactants dans l'histoire, quand ils meurent pas. Évidemment, quand ils meurent pas. Et... j'aime bien le rôle qu'on lui a fait jouer dans ce côté je reste ouverte aux autres comme Sacha me l'a appris, mais ouais c'est difficile de rester ouverte à la personne en question quand c'est elle qui est responsable de la mort de Sacha quoi. Et donc cette espèce de processus qu'on met en place est assez intéressant pour elle comme pour Gabi, elle apporte pas mal de choses à ce niveau là. Je la mettrai en B- aussi. Nous avons ensuite le papa et le fiston Reeves qui sont complètement passé à la trappe dans la saison 4. On voit rapidement le fiston parce que lui il meurt hein, à un moment donné. La plupart des personnages crèvent, hein, ça c'est pire qu'Hamlet cette série. Et j'aime bien, une fois, je vais le mettre en B aussi, j'aime bien le développement concret autour d'eux. C'est-à-dire au début ce sont des commerçants qui pensent à leur profit, mais on leur fait comprendre, notamment Angie, que leur commerce,
ce qu'ils apportent à la ville est important, primordial, et qu'ils devraient s'affirmer plus pour représenter le peuple. Et ça passe par ce gars qui, en dépit du fait d'avoir été un connard au début, finit par être un peu convaincu à son fils, qui au début est un pleutre, mais qui, à cause des événements qu'on lui force, finira par gagner ce petit courage pour être ce que son père a voulu représenter à la fin avant de mourir. Ce qui est assez joli en soi, hein. Je trouve que leur arc est plutôt bien rendu, surtout quand on part de persos qui, au départ, au premier abord, donnaient l'impression d'être juste les connards de service, quoi. J'ai bien aimé ça. Bien, après ça, nous avons le mentor second papa de Zeke. Sympatoche, je trouve qu'il aide un peu à appuyer le personnage, mais après, en soi, il n'est pas sensationnel du fait qu'il apparaît pas des masses. S'il m'a marqué, je pense que c'est en partie parce que s'il restait présent dans la saison 4 et que je me l'ai suivi très récemment, contrairement aux 3 premières saisons, je pense que s'il était apparu plus tôt et qu'il avait eu ce même temps d'écran, il aurait fini dans cette liste. Donc voilà, il fait bien son rôle d'appuyer l'horreur de la guerre, comment sont considérés les Eldiens par Mar et le lien un petit peu filial avec Zeke qui ne retrouve pas totalement ça avec ses parents. Plutôt bien fait ça. Nous avons ensuite donc la représentante de je sais plus quelle contrée qui pense avant tout au fric mais qui est un petit peu attachée quand même aux gens qu'elle rencontre. Eldia. Ça va là aussi. J'ai pas grand chose à dire sur elle, quoi. On joue bien avec le personnage pour appuyer le conflit et au moins on montre un petit peu d'évolution et d'attache. Ensuite, il y a la fille la moins féminine de tout ce groupe. Je vous jure, à plusieurs moments, il faut que je me rappelle. Ah oui, c'est une femme, c'est pas un mec. C'est pas du tout pour la critiquer ou quoi que ce soit. Je trouve que psychologiquement, c'est intéressant ce qu'elle représente. C'est une sorte de prolongement de Zeke à un certain degré. Néanmoins, je peux pas m'empêcher d'avoir quelques petits soucis avec le fait que ses ambitions sont assez faiblardes dans la mise en place. C'est-à-dire que je donne plus l'impression de vouloir foutre le bordel. Et comme par hasard, il y a cette espèce de maître à penser qu'elle a trouvé parce que pourquoi pas. Et il manque un truc dans les origines qu'on lui donne, un flashback ou quelque chose comme ça, qui me donnerait l'impression qu'il y a quelque chose de fort autour du personnage qui me marque. Et tel quel, il passe bien, elle sait être un peu flippante, comme le veut la mise en scène. Des fois, on donne des visages assez dans cette saison 4. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas su la développer assez vite. Il y a tellement de trucs dans cette série. C'est dommage que certains trucs soient pas développés, mais si on les avait développés, ça serait encore beaucoup plus long. Nous avons ensuite lui, excusez-moi, alors les noms, je vais pas tous les retenir, hein, je suis désolé. Alors, qui vient d'une autre contrée, qui essaye de participer avec Eldia, mais pas totalement. Il a un peu ce côté homme commun qui veut juste faire valoir son peuple en fait. Mon peuple vaut quelque chose, on ne veut pas de cette guerre, on veut juste la paix et je veux juste représenter mon peuple dans cet élan de pacifisme. Il est plutôt solide à cet égard. Même si bon, il subit un petit peu le scénario. C'est un peu le truc avec le gars. Le problème avec pas mal de personnages, ils vont juste suivre le scénario qu'on leur a posé. Ils donneront pas l'impression d'être particulièrement proactifs dans les décisions qui se mettront en place. Et lui, il va suivre le mouvement en fait. Et contrairement à elle qui sera un peu décisionnaire, mais contre son gré, une fois qu'on prend le temps de poser encore plus les pions, lui, il subit et il suit un petit peu ce qui est important quoi, pour lui, comme beaucoup d'autres personnages. J'aurai l'occasion d'en parler de ça en détail. Et pour finir la liste des persos secondaires que je savais pas exactement comment classer, Kenny Kenny, l'antagoniste de la première partie de saison 3 ou saison 2, j'ai toujours un peu de mal à... Voilà, ça commence à dater un petit peu. La classe, son lien avec Levi est assez cool. Le problème que j'ai avec lui, voilà, c'est un antagoniste qui a la classe.
Donc ouais, c'est un B. J'ai un peu de mal avec le fait que, scénaristiquement parlant, dans le grand ordre des choses, l'histoire qu'il a avec Kenny, le drame qu'on crée autour de lui, n'apporte pas grand-chose. En fait, ça aide à appuyer le personnage de Levi, donc c'est cool. Et ça joue un peu sur du comme par hasard, je vois aussi, hein, c'est un peu... Mais bon, c'est un détail ça. Le fait est que, à cause de ça, j'ai du mal à la classer plus haut que B. Il a la classe le temps qu'il apparaît, c'est pas dans le meilleur arc, je trouve. C'est pas un arc afro ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun arc que je trouve mauvais dans l'attaque des titans, mais c'est pas le meilleur arc non plus, ça. C'est dommage, peut-être dans d'autres circonstances, avec un passif un tout petit peu mieux appuyé, ça aurait été cool. Il y a ce côté assez dingue, une thématique assez récurrente avec ce complexe du tuteur, en fait. Complexe du père de substitution, de la part de beaucoup de personnages, quand on s'y penche. Et ouais, c'est le cas entre celui-là et Levi, ça va être le cas avec d'autres personnages. C'était le cas avec, oui, lui et Zeke, c'est le cas avec Annie et son papa, qui n'est pas vraiment son père, mais bon, oui, c'est le cas avec tellement de personnages. C'est assez marrant quand on s'y pense, ça aussi. Enfin bon, puisqu'on parle de papa, c'est l'heure de Papa Yeager, entouré de ses deux compagnes qui sont toutes les deux crevées, et lui aussi, hein, tout le monde crève. J'ai tellement marré le nombre de gens qui crèvent. Il a donc connu une première femme avec laquelle il a eu Zeke, une seconde femme avec laquelle il a eu Eren. Donc voilà, c'est un petit peu le géniteur des deux pseudo-protagonistes. C'est difficile de qualifier ce gars-là de protagoniste, mais durant la saison 4, il est très important. Voilà, c'est un personnage très pivot à l'intrigue, qui a amené pas mal de choses. Plus ou moins contre son gré, c'est peut-être un petit peu le problème que je vais avoir avec lui, mais j'apprécie un petit peu la complexité psychologique du gars. Sa première femme, en toute sincérité, elle suivait juste le mouvement, et je trouve que la façon dont on l'a traité, de façon déjà un peu facile au passage. Vraiment, le côté, comme par hasard, cette personne transformée en titan a du sang royal. Ça me permet tout d'un coup de comprendre comment faire marcher le plein pouvoir du titan originel. Waouh, ça tombe bien, hein. Ça fait partie des grosses facilités scénaristiques de cette série, je trouve, hein. Et ouais, je sais pas, je peux pas m'empêcher de trouver que le personnage est un petit peu rushé pour ce qu'il est censé représenter. C'est une sorte d'extension de Grisha, plus qu'autre chose, et on l'appuie pas assez pour être... C'est presque un tu existes, mais je trouve sincèrement que c'est un peu un gâchis, en fait. Des personnages qu'on a en place, c'est légèrement un gâchis. C'est pour ça que je la mets en D. Histoire de dire, hein, c'est vraiment du D+, quoi. Faut pas exagérer, je le trouve pas afro ou quoi que ce soit, le personnage, mais si je le mets en D, histoire de mettre en D. Et donc, ouais, sa seconde femme avec laquelle il a eu Eren, très gentille, mère aimante, qui a du caractère, très sympathique, meurt vite. Hein, c'est le problème, hein, c'est pour ça que je vais pas la mettre très haut, mais voilà, en B quand même, B, je vais la mettre en B, elle est sympathique. Et donc, nous avons donc Grisha. Un cas très particulier parce que il a lancé toute cette histoire avec Eren qui deviendra le titan original sans trop le vouloir pour pouvoir mettre en place ce qui sauvera Eldia. Et au départ, c'est assez intense de voir l'abnégation du gars jusqu'où il est prêt à aller pour aller au bout de ses idéaux, parce qu'il sait que le système mis en place ne permettra pas à la situation d'évoluer. Une fois qu'on se penche sur le gars et en fait ce qui l'a poussé à aller jusqu'au bout de ce qu'il a fait, et je vois pas pourquoi j'essaye d'être nébuleux dans mes explications, je suis désolé, hein, ça va être spoilé sur toutes les saisons, hein. C'est-à-dire le fait qu'au bout du compte, il n'y avait pas tellement le choix, il a été manipulé par Eren qui, en ayant pris le contrôle de son titan, et a en fait compris le lien entre le passé et l'avenir. J'en parlerai de détail de ça, j'en parlerai en détail. Au bout du compte, je suis un peu partagé par ça, parce que d'un côté, ça montre que, au bout du compte, c'était juste un humain dont les horreurs commises n'ont pas dépendu que de lui, c'était une pauvre victime manipulée à un certain degré, et ses regrets l'ont hanté jusqu'à la fin de sa vie.
jusqu'à avoir cette conversation pseudo d'outre-tombe avec son premier fils. Ce moment était assez fort émotionnellement parlant. D'un point de vue importance, d'un point de vue cohésion, j'ai un peu de mal avec ce qu'implique cette explication sur ses actes. Mais je peux pas m'empêcher de trouver que le personnage est bien fait et pas A mais en haut du B pour moi, pour son impact et les moments intenses, émotionnels, forts qu'il a su créer et le fait qu'il est quand même très important dans l'histoire. Nous avons donc ce type, Eren, il s'appelle Eren, c'est pour ça qu'il a appelé son fils Eren, c'est parce que il s'appelle Eren, le gars qui l'a sauvé. Donc le premier porteur enfin l'ancien porteur du titan qu'il a avalé, que Eren aura fini par avaler en plus du titan originel, c'est compliqué de suivre. Hein. Je ne sais pas tous les titans en tête, hein, je suis désolé. Ça va. J'ai pas quoi dire, ça va, qu'il a œuvré pour l'armée alors que ça le déplaisait, donc il y a ce côté un peu horrible du personnage qui essaye de se contenir dans ses convictions alors qu'il est un peu forcé dans la situation. C'est vraiment un des rares points qui appuie le changement de ton et d'enjeu dans la saison 4, dans les saisons précédentes. Donc j'apprécie ça. Après, je trouve que le personnage n'est pas grandement développé, ce qui fait que voilà quoi, ça va. J'aurais sans doute dû le mettre avant maintenant que j'y pense parce qu'on était un peu dans le thème famille compliquée, famille décisionnelle compliquée, puisqu'on passe au Reichs là. La famille des dirigeants par le sang d'Eldia forcés par la situation et comment globalement en fait ils sont forcés de poursuivre cette espèce de but qu'on leur a fixé et Frida, le personnage sur le papier a de quoi être super touchant. Je trouve qu'on l'appuie trop peu. C'est un peu ça. Ça fait partie de ces personnages. Quand on se penche un petit peu sur ce qu'elle est, le fait qu'elle ait conscience de son lien avec Historia, et le fait qu'elle veuille se sentir régulièrement auprès d'elle en pliant un peu les règles, c'est assez joli, tout en étant pris sous le poids des responsabilités du titan qu'elle a pris et qu'elle doit représenter avec toute sa famille qui dit non, tu dois garder ton pouvoir, tu dois garder le statu quo comme ci, comme ça. Il y a quelque chose de très beau conceptuellement autour du personnage. On l'appuie assez peu. Et c'est ça le problème. J'aime beaucoup le principe du personnage. Le temps alloué au personnage est un peu trop léger pour être plus marquant que ça. Vient ensuite son père, il me semble que c'est bien ça, son père, Connor Rice, pour moi c'est un peu plus ou moins ça. Okay, alors il est écrit pour être détestable. Hein, qu'on soit bien d'accord, il est écrit pour être détestable et son espèce d'obsession envers la tradition des Rice, le fait de reprendre ce pouvoir qui leur appartient, quitte à être des enflures. C'est compréhensible à un certain degré par rapport à l'espèce de mentalité forcée qu'on leur a inculquée depuis des générations. Je sais pas, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est une grosse tête à claque, quoi. Ce mec. C'est un peu le problème. Je sais pas, je pense que je vais le mettre en D+, lui aussi. J'ai un petit peu de mal quand même. Hein. Donc, nous avons la famille des collabos, Willy Treiber, le représentant de la famille très populaire Amar, qui lancera cette espèce d'appel aux armes pour se débarrasser des Eldiens. Il sait qu'il est d'origine eldienne, mais il regrette totalement ça parce que mon sang mon sang d'Eldien est impur et et je veux votre aide pour lutter contre cette menace qui ne demande qu'à venir sur nos terres pour tous nous détruire. Ce qui est assez drôle autour du personnage, c'est que au bout du compte, c'est lui qui a amené cet oiseau de mauvais augure. Il n'a servi qu'à mettre beaucoup plus d'huile sur le feu. Et s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'Eren n'aurait pas fait ce qu'il a fait dans la saison 4. Peut-être que les choses auraient pu s'arranger différemment.
Hmm, c'est... Mais voilà, j'ai un peu de mal à être pris par ces personnages, aussi classe qu'ils puissent paraître, parce que bon, on essaie de lui donner un côté classe, puis je suis prêt à me sacrifier. Je sais qu'en faisant ce discours comme ça, je serai pris pour cible. Parce que, je sais pas, qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez forcément être pris pour cible à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous fait dire que l'ennemi allait savoir exactement à cet instant-là que vous serez attaqué? Parce que vous saviez lire l'intrigue à l'avance, sans doute. Bref, il veut se sacrifier, il pense que son acte est noble, alors qu'au bout du compte, c'est un sale collabo. C'est un petit peu le truc, je suis désolé, hein. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal. Mais dans un sens, vous l'avez bien rendu, quoi. Il est un peu fidèle à ses principes. Le problème que j'ai avec ça, ça va être un peu la différence avec un autre personnage, c'est que ses principes, j'ai beaucoup de mal à euh, même pas me mettre derrière, parce que bon, je vais pas être 100% d'accord avec quelqu'un pour comprendre ses opinions. J'arrive pas à les respecter un tout petit peu, ses ambitions, quoi. Contrairement à quelqu'un d'autre dont on parlera plus tard, qui est beaucoup mieux classé. Et c'est à cause de ça que j'ai du mal à grandement le considérer. C'est pareil pour sa sœur, Lara, c'est ça il me semble. Ouais. Lara qui n'est pas dans cette liste, étrangement. Ou alors, je sais pas. Voilà, la vache penchée, non, 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 non. La possessrice, la détentrice du titan marteau, qui au bout du compte n'est qu'une extension du gars, quoi. Elle sert juste à faire un super combat et puis se faire avaler, quoi. C'est compréhensible qu'elle soit pas considérée là-dedans. Hein. Il y a un oubli qui m'embête un petit peu, sur lequel je reviendrai un petit peu dans cette liste, mais globalement, les personnages dont je veux parler sont tous là. Donc ouais, j'ai un peu de mal. Néanmoins, ouais, ce qu'on veut faire autour de lui, l'espèce de classe qu'on lui donne, ça va. C'est quand même plutôt bien rendu, donc j'ai quelques soucis, mais ok, j'apprécie un peu le personnage. Et oui, dans les représentants de famille fils de pute, je pense qu'on a le champion. J'aurais peut-être dû le placer un peu plus haut parce que là, voilà, là maintenant on entame la partie l'armée de Mar. Voilà, jusque-là, c'est l'armée de Mar, les représentants les plus notables, donc le chef et les différents titans. Enfin bon, il y en a qui sont pas titans d'ailleurs, mais bon. Donc une fois de plus, je comprends pas pourquoi lui il a été compté et pas l'autre cadette qui est morte en même temps que lui. Bref, détail. Le, euh, le Kazik est très particulier parce que qu'est-ce qu'il est détestable. Je le trouve tellement détestable. On essaie d'appuyer quelques liens émotionnels par rapport à son passé, le fait que ses parents étaient trop durs avec lui, ont voulu trop lui bourrer le crâne. Et on est censé comprendre que ça justifie toutes ses décisions. Et je trouve que non. Je trouve oui que ses parents ont eu un comportement pas très réfléchi, n'ont pas su se contenir assez, c'est sûr. Mais au-delà de ça, je, je trouve que les extrêmes vers lesquels il a fini par se porter et ce qu'il a fait durant les saisons 2 et 3 pour arriver à ça, c'est pas tellement pardonnable. Et c'est très difficile de juger ça parce que je pense sincèrement que ce personnage est voulu comme étant antagoniste, quoi. C'est un gros antagoniste qui a quelques circonstances atténuantes émotionnelles, pas atténuantes mais des circonstances qui le rendent plus touchant en soi, et j'apprécie beaucoup ça. Vraiment, je trouve qu'il a une certaine classe lorsque il fait chier le monde avec ses délires de baseball. On essaye de jouer de façon émotionnelle là-dessus, puisque c'est ce qu'il a fait avec son père de substitution en fin de compte. Et ouais, quoi, ce côté un peu léger qui se donne, parce qu'il a cette espèce d'assurance, passe très bien, quoi. C'est une menace. Ses ambitions, je trouve que c'est une fois de plus des ambitions de pseudo-collabo pour moi. Il dirait à ses alliés qu'il a trahis, c'est ce que je veux faire. Je veux faire en sorte que les Eldiens ne puissent plus se reproduire. Comme ça, ils finiraient par crever, il n'y aurait plus de problème. Et ben, je peux t'assurer qu'il aurait dit oui. Pas à ce stade-là de l'histoire, hein. Plus tard peut-être pas, mais à ce stade-là, t'es le mec qui t'aurait dit oui, d'accord, bah vas-y, vas-y mon gars, fais ton truc.
on est derrière toi, wouh. Mais le fait qu'il essaye de se voir comme un grand sauveur avec ça, je sais pas, je pense que c'est cette espèce d'illusion qui se fait dans laquelle il a endoctriné cette femme. Il faut voir ça comme ça. Et de fait, c'est clairement une mauvaise chose. Mais étant donné qu'à côté, on va avoir une autre solution qui est pas beaucoup mieux, c'est un peu compliqué. C'est ça le truc de la saison 4 que je trouve bien. Vraiment, c'est que ça met en place des solutions qui ne sont pas faciles, qui sont dures et qui sont moralement ultra douteuses en fait. Et ça donne l'impression que quelles autres solutions on a avec ça, quels autres choix on a. Et je pense sincèrement qu'il y avait peut-être certaines réflexions qui auraient pu être plus mises en avant, mais voilà, sa mentalité, le côté un peu classe du gars est dangereux et ça passe bien. Sa rivalité avec Levi aussi est super bonne. J'aime beaucoup aussi ce qu'on fait de ça. Donc c'est un très bon point, je l'aime beaucoup pour ça. Il y a juste cette petite retenue par rapport au fait que j'ai du mal avec sa mentalité et le fait qu'on essaye de... J'ai l'impression de lui donner un tout petit peu de légitimité. C'est le petit truc qui me gêne. Néanmoins, ouais, étant donné que c'est surtout traité comme un antagoniste et ses décisions sont vues comme mauvaises, je pense que en tant qu'antagoniste, c'est très réussi. Il est très réussi durant les deux premières parties de la saison 4 et même durant les saisons 2 et 3, il est très bien à ce niveau-là. Nous avons donc ensuite le chef d'armée dont j'ai oublié le nom, qui a ce développement que je trouve en toute sincérité un peu rapide à certains points, mais qui est intéressant dans le fait que comme beaucoup d'autres en fait, il doit se rendre compte que la guerre qu'il crée, c'est pas juste le camp du bien contre le camp du mal, en apprenant un petit peu à s'attacher à certains Eldiens, même s'il les considère comme des rebuts. Il doit comprendre en fin de compte que c'est pas exactement ça, tout en devant s'allier avec ses ex-ennemis pour lutter contre la menace la plus grave du moment. Il y a cette espèce de rédemption qu'on met en place dans ses actes, son sacrifice, c'est très cool. Il y a une scène très forte, notamment avec un certain personnage dont je parlerai plus tard. J'aime bien comment est traité le personnage. Je sais pas si ça mérite plus qu'un B, mais ouais, il est bien quoi, c'est du B+. Nous avons ensuite alors Marcel et Porco, les porteurs du titan Beast, je ne m'abuse, ou un autre, je sais plus, il y en a tellement. Peut-être que c'est un autre titan, il y a tellement de trucs. Le titan bête, parce qu'ils sont bêtes. Et ouais, c'est pas exactement le même. Alors, je me souviens bien, là, celui-là c'est Marcel, celui-là c'est Porco. C'est difficile, c'est juste une couleur de cheveux de différence, sinon c'est plus ou moins le même personnage en termes de design. Oui, c'est ça, lui c'est Marcel. Il dure pas longtemps, hein, en toute sincérité, il joue son petit rôle, il se fait bouffer, il dure pas très longtemps. Je n'ai pas grand chose à dire sur le gars. Et puis il y a Porco, c'est un peu le rival de Reiner, qui a cette dent contre lui, qui essaye un tout petit peu qui essaye de participer dans la saison 4 de façon assez claire, et qui se donne un dernier moment de gloire au-delà de Reiner pour le faire durer un petit peu, parce que ça fait partie de ces personnages qui ont une sorte de plot armor comme certains le disent. Je le pense un petit peu aussi à certains degrés. Mais Porco non, il n'a pas de plot armor, donc il se fait bouffer. Il se fait bouffer pour sauver Falco. De fait, ouais, il a une scène de fin très cool. Son espèce de rivalité avec Reiner, ça va sans plus. Voilà, ce qui est touchant avec Marcel, c'est le fait que s'il a fait en sorte que Reiner soit pris par rapport à Porco, ce qu'il voulait pas qu'il subisse cette transformation et n'ait qu'une dizaine d'années à vivre, c'est ça? Lorsqu'on est transformé en titan, on n'a plus que 10 ans à vivre, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un peu touchant, et il essaye malgré tout de poursuivre la voie qu'il voulait au départ, et il est plutôt bien rendu. Je vais mettre en haut du C. Il passe bien, il passe bien. Après, bon, il n'est pas le plus marquant. Lui aussi, c'est un peu pareil.
C'est le grand frère de Falco qui est là pour lui, qui essaie de l'aider, celui qui est censé reprendre le titan de Porco de base. D'ailleurs, ben, ça il va pas pouvoir le reprendre puisqu'il sera mort juste avant. Il sera toujours là pour essayer de protéger son frère pour finir par crever lorsque son frère se transformera en titan. Parce qu'il pouvait pas le lâcher. Ouais, c'est un moment dramatique très fort, hein, le moment de la transformation en titan dans les murs d'Eldia, avec pas mal de persos un petit peu importants qui meurent. Dont lui, alors qu'il aurait pu ne pas mourir hein, s'il l'avait lâché, mais bon, hein, il voulait être auprès de lui jusqu'au bout parce que il était émotif. Alors que, bon, il aurait pu survivre ce con, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein, l'émotion des fois c'est pas toujours très intelligent. Hein. Donc, ça va. Je sais pas, je mettrai ici, voilà, ici. Histoire de dire. Nous avons ensuite celle qui a fait fantasmer beaucoup de gens. J'ai vu énormément de hentai autour d'elle. Je crois que c'est, après Mikasa, peut-être la plus fantasmée, hein, surtout depuis cette saison 4. Pique. Et même son titan, hein, je veux dire. Alors que son titan, il faut s'y faire. Hein. Je trouve pas qu'il soit si sexy que ça, mais bon, chacun ses coups. Alors, pour beaucoup, Pique est un peu le pic de cette saison 4. Enfin, c'est un des meilleurs personnages pour eux. Et j'aime bien, je la mets en B, en haut du B, je dirais juste avant Grisha Yeager. Parce que elle a ce caractère assez décontracté. Elle a ce côté, je suis beaucoup plus habitué à ma forme titan, donc quand je deviens humaine, je suis pas habitué. Et elle veut participer à l'effort de fin. Ça va, elle a quelques moments où elle brille un petit peu, mais je sais pas, en termes d'histoire, d'ambition, de mentalité, je trouve pas que cette école si haut que ça. Je trouve même pas que stratégiquement elle fasse grand chose. Quoi. Je veux dire, bien entendu, c'est une titan, donc elle se transforme, elle fait beaucoup de trucs, mais je veux dire, d'un point de vue. D'un point de vue recherche de combat, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue ce que j'apporte au scénario, que voilà, je participe au combat, je fais des trucs quoi. Je sais pas, hein, j'ai son histoire, oh mon dieu, je suis attaché à mon père, je vais faire en sorte que tout aille bien pour lui, ce genre de truc. Et, ok, une fois de plus, cette espèce de relation père-fils ou père-fils, c'est une espèce de délire que se fait l'auteur, c'est son truc quoi, hein, c'est son super kiff. Mais voilà quoi, au dépit du fait qu'elle a un caractère un peu sexy, je suis assez d'accord là-dessus, je trouve pas que c'est un des personnages les plus extraordinairement écrits de cette série. Elle va bien, mais c'est pas un des plus extraordinairement écrits quoi. Nous avons ensuite Falco et Gabi. Alors, on va garder le meilleur pour la fin dans cette petite catégorie. Alors Falco, très sympa. Je crois que je vais même le mettre en A. Ouais, je vais le mettre en A. C'est quelqu'un qui veut se prouver devenir le prochain titan cuirassé. Tous les titans, c'est difficile de retenir tous les noms. Pour protéger Gabi en particulier. Et dans sa recherche de se prouver, d'être très fort, de pouvoir avoir des galons, ce qu'il porte en fait, c'est déjà son amour pour une fille qu'il ne veut pas voir mourir trop vite, et son besoin, son désir de justice, son attention envers les gens. Ce qui fait que Eren le remarquera et que et qu'il aura su toucher beaucoup de gens. Dès lors qu'il se retrouvera à Eldia, dans ce territoire qu'il ne connaît pas, il aura très vite ce réflexe de comprendre qu'il a affaire à des gens et pas juste des soldats ennemis partout, contrairement à une certaine personne. Et c'est assez touchant de la part du personnage d'essayer de contenir cette fille, ce qui fait que ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah ouais, il est trop génial, pourquoi elle est avec elle. C'est assez touchant de voir ce qu'il est prêt à faire pour ce qui lui semble être juste. Et je trouve qu'il est bien rendu du début à la fin, même si, voilà, dans les dernières parties, le côté tout d'un coup, je me rends compte que le titan que je viens d'avoir, il a le pouvoir de vol, parce que pourquoi pas, ça arrangera le scénario, un peu gros, mais c'est un problème d'écriture plus que de personnage, ça.
Il est un tout petit peu moins proéminent dans la dernière partie de la saison 4, mais on le met bien avant dans les deux premiers gros tiers, parce que vous voyez, les parties 3 et 4, c'est juste deux films, alors que les deux premières parties, c'est plusieurs épisodes. Il est très bien rendu. Bien ensuite, donc, Gabi. Personnage très polémique de cet animé. Oh, Gabi. J'aimerais revenir sur la vidéo du Tropper, parce que un truc qui m'a donné envie de parler en détail des personnages et un peu de la direction de la saison 4, c'est la vidéo du Tropper qui en a parlé, que j'ai trouvé intéressante à certains points, mais que j'ai trouvé un peu incomplète. Et je trouve que lorsqu'il résume le fait que oh, on n'aime pas Gabi parce qu'elle a tué Sacha et point barre, c'est un petit peu réducteur par rapport aux problèmes qu'on a avec le personnage de Gabi. Parce que c'est pas juste qu'elle a tué Sacha, c'est le caractère qu'elle affiche durant toute la première partie de la saison 4, qui est le plus gros morceau, quoi. C'est genre 16 épisodes la première partie, 12 épisodes la seconde, puis un film. Donc ouais, la première partie, c'est le plus gros morceau de la saison 4. Et elle a toujours ce côté, ah mon dieu, les Eldiens sont tous des enfoirés, ils doivent tous mourir, ce sont tous des monstres, même quand elle est en territoire ennemi, même quand elle essaye un tout petit peu, enfin qu'elle devrait essayer un tout petit peu de se contenir, parce qu'il faut quand même faire gaffe, même si tu penses ça, tu pourrais quand même te calmer, non, les Eldiens sont tous des enfoirés, et elle sort pas de cette mentalité, même quand on lui renvoie à la gueule plusieurs fois des vérités qui devraient lui faire reconsidérer ça. Et c'est lourd. Elle a ce caractère insupportable de la fille qui ne démord pas de son espèce de conditionnement collabo, quoi. Je veux dire, c'est lui, mais avec beaucoup moins de classe, en fait. Genre, vous êtes tous des connards, vous êtes tous des ennemis, vous êtes des menaces, tout ça. C'est lourd. Et c'est franchement dommage parce que une fois qu'on passe ça, une fois qu'on passe après cette première partie de 4e saison, elle finit enfin par voir la lumière. Voilà, à la fin de la première partie, elle commence enfin à devenir un tout petit peu réfléchie, à comprendre que les gens qu'elle a autour d'elle, c'est pas tous des monstres sanguinaires. Et lorsqu'elle comprend qu'elle a fait ses erreurs et qu'elle essaye de se racheter en participant à l'effort, et ben elle est un peu touchante et ça dénote une évolution que je trouve intéressante. Il y a un parallèle que beaucoup de gens ont fait entre son caractère, son état d'esprit et celui d'Eren au tout début de la série. Dans son état d'esprit, c'est Eren au début de la série. Mais le truc, c'est que Eren, lui, quand il a cet état d'esprit, je veux faire en sorte que tous les titans meurent, il a une raison de vouloir ça. Parce que tous les titans sont une espèce d'êtres complètement sanguinaires qui détruisent tout ce qui touche. Et les quelques titans qui ont un petit peu de conscience, eh ben, en fait, ils aident ces titans-là à tout détruire. Donc, c'est compréhensible. Tous les titans sont problématiques qu'ils rencontrent. Elle a pas... Elle a pas ça dans la première partie. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage de faire durer cette transition, cette compréhension du personnage. Ça aurait été mieux de faire ça plus en détail, plus en douceur. Pas juste tout d'un coup, après m'être comporté en connasse pendant 14 épisodes. Ah, je comprends que j'ai été méchante et maintenant je regrette tout ce que j'ai fait. Ok. Un peu rapide ça. Et je sais pas, je peux pas m'empêcher de faire certains parallèles. J'arrive plus à me souvenir du nom du jeu vidéo. C'était un Tales of où le protagoniste était un peu similaire. Il avait ce côté je n'ai rien à me reprocher, c'est tout le monde qui pose problème. Et une fois que son comportement a amené autant de souffrance, problème, il finit enfin par avoir cette espèce de déclic et se rendre compte qu'il a été un connard, qu'il doit se ressaisir. Cette partie-là, à partir de ce moment-là, il devient assez touchant et intéressant dans son besoin de rédemption, et c'est un peu pareil pour elle. Le problème, c'est qu'elle est un peu secondaire à partir de ce moment-là, alors qu'elle était plus importante au scénario dans la partie où elle était géniale, quoi. C'est un peu bizarre. Et donc, c'est pour ça que, oui, elle vaut clairement pas Falco, mais je la déteste pas globalement. Je trouve que l'évolution du personnage, l'arc de personnage est intéressant. C'est juste dommage qu'il y ait un problème de dosage. Donc,
Ouais, je vais mettre en haut du C. Ça vaut pas un B, je vais la mettre en haut du C, voilà. Ensuite, nous avons donc l'armée de Eldia, avec quelques infiltrés hein, que je compte quand même, puisque ça fait partie un peu des personnages principaux. Mais voilà, l'armée d'Eldia. Je parlerai un peu plus en détail d'un que je trouve est manquant dans cette liste. Donc j'ai pas l'impression qu'il soit là-dedans, hein, ou alors vraiment je me souviens plus du tout de son nom, que je suis presque sûr que c'est pas le cas. On va commencer par le plus simple, c'est le chef d'armée qui meurt en attentat à la bombe à un moment donné. Ok. C'est presque un tu existes pour moi, mais il a quelques moments de direction qui passe bien quand on sent que c'est le gars qui comprend la situation, qui essaye d'être un petit peu calme, mais qui n'y arrive pas trop et il finit par mourir un petit peu par surprise dans la saison 4. Il est présent depuis un petit moment, il joue bien son rôle, donc j'apprécie, je situerai là, ouais, je situerai là. Nous avons ensuite Dot Pixis, que j'aime beaucoup. Il va en A, lui. Il va en A. Il est très cool. Je trouve que sa fin est un peu abrupte. Mais voilà, ça fait partie de ce côté choc. Lorsque Zeke transforme tout le monde à la fin. Enfin, à la fin. À Eldia, lors du grand combat. Pour que lui et Eren se touchent. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Enfin, ça dépend comment vous le voyez. Et en dépit de sa fin abrupte, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant parce que il est dans les beaux quartiers, il est dans les quartiers les plus sûrs, mais il a conscience quand même de l'importance de protéger ce qu'il y a dehors. Donc il y a la noblesse de l'intérieur qui se dit oh on est bien, oh la plèbe dehors on s'en fout. Lui, même s'il côtoie cette noblesse-là, il a cette attention envers les plus faibles, entre guillemets. Et il n'a pas le plus haut niveau de stratégie ou quoi que ce soit, mais il a de la jugeote pour comprendre ce qui est important de garder ou pas. Et donc, au moment où Eren est un petit peu dévoilé devant tout le monde comme étant un titan, ce qui étonne tout le monde, lui le premier, et ben, grâce aux mots d'Armin, il finit par comprendre ce qui pourrait être utile, ce qui pourrait servir à la guerre. Et c'est grâce à sa décision assez avisée qu'il a pu faire en sorte que le premier grand combat contre les titans gagné se fasse dans les murs. Et donc il y a beaucoup de bonnes choses autour du personnage. Sa fin abrupte est un peu gênante et il fait partie de ces nombreux personnages intéressants dans les saisons 1 à 3 qui sont un peu sous-exploités. Il essaie un tout petit peu de participer du peu qu'il a pu dans la saison 4, mais il était dépassé, il n'a pas servi à grand chose. C'est un peu le problème. Néanmoins, ils vont, hein, j'aime beaucoup le personnage. Pareil pour le maître instructeur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Je n'ai pas recherché à chaque fois les noms de chacun, pardon. Ça saison comme ça. J'aime beaucoup le gars. Au début, il a cette espèce de vibe chef instructeur sévère, ouah, comme ça, mais il y a plus que ça. Il est complètement pesé par les conséquences de la guerre, le fait que Grisha, qu'il a bien connu, était vu comme un héros, et lui il a fait de son mieux pour être vu comme un héros, mais il n'a pas réussi en fait. Parce que il n'était pas assez doué pour diriger les troupes armées contre les titans. Les titans qui sont une force tellement implacable, en tout cas à son époque, qu'il n'a pas pu faire grand chose. Donc il est complètement pesé par ça et il essaye de transformer cette expérience en une instruction pour les jeunes élèves jusqu'au bout. Et il y a quelque chose de fort là-dedans. Et le fait qu'il ait ce lien avec Grisha et cette espèce d'attention envers Irène au tout début, dans un rebondissement que j'ai pas du tout vu venir. Hein. Dans la saison 1, il y a ce moment où on croit que je sais plus quoi, c'est ses fils d'entraînement ne marchent pas parce qu'il n'a pas le bon sens de l'équilibre. En fin de compte, ils étaient juste des faits et c'est lui qui a fait en sorte qu'ils soient des faits. Et moi, je me suis dit, la première fois que j'ai vu ça, bah, ils ont juste été des faits, quoi. Petit hasard, mais non, c'était pas un petit hasard. J'ai beaucoup aimé cette petite mise en place, ce petit setup payoff.
qui est pas forcément évident. J'ai beaucoup aimé ça. Le gars est très intéressant et sur la fin, il garde sa dignité jusqu'au bout et contrairement à lui qui a un peu subi le scénario, il a essayé de participer à la toute fin pour aider la résistance contre le plan d'Eren avec l'aide de ce gars-là, quoi. Ces deux personnages qui ne se sont jamais croisés avant ont ce respect mutuel parce que ils ont ce côté vétéran qui est prêt à tout pour aider la nouvelle génération. Et c'est quelque chose de très joli, ça. Hein. Je trouve que leur duo était très bien réussi. Donc, ouais. C'est un A là aussi. Je vais même le mettre devant Falco. Allez. Nous avons ensuite Hannes. Très sympa, je vais le mettre en B. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a le syndrome très récurrent dans cette série du je meurs comme une merde. En essayant d'aider, mais au bout du compte, je meurs comme une merde. Mais bon, il aide, il a ce lien avec Eren, Mikasa et Armin. Il les a surveillés, il les a aidés. Il n'a jamais été quelqu'un d'ultra courageux au bout du compte. Donc, il a fait de son mieux contre les titans à la première attaque. Et tout ce qu'il a pu faire, c'est aider un peu des enfants parce que se battre directement, c'était pas dans ses capacités. Et à la fin, il essaye de prendre cette revanche et il n'y arrive pas. Ce qui est assez tragique. Comme quoi, ouais, le courage, c'est pas super bien, hein, des fois. Hein. Donc, c'est un peu touchant son lien avec Eren et les autres. Je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Il est assez touchant. Fin un peu trop abrupte, je trouve, mais. Et surtout téléphoné. Tu le voyais venir. Tu voyais tellement venir le moment où il allait crever, où tout le monde allait trouver ça triste et tragique pour nos personnages. C'est le seul truc qui me gêne avec lui. Et nous avons ensuite elle. Alors, c'est. Je ne suis pas sûr. Je suis vraiment désolé. Mais je trouve qu'il y a certains designs de personnages qui sont très difficiles à resituer. Si ça se trouve, je confonds avec d'autres. Si ça se trouve, c'est. Si ça se trouve, elle, c'est Historia et c'est. Parce que là, pour moi, c'est Historia, ça. Je crois. Je suis pas sûr. C'est ça le problème avec les designs. En plus, ils changent tout le temps de coupe de cheveux, ils vieillissent et tout, donc difficile. Alors, il me semble que c'est Louise. Il me semble que c'est Louise. Dites-vous que c'est Louise. Voilà, si c'est pas le bon portrait, je suis désolé. Hein. Je suis presque sûr. Bref. Louise, qui est donc une fille qui a été sauvée par Mikasa dans la saison 1 et qui a rejoint l'armée, qui la voit un peu comme une idole, mais aussi Eren. Elle a un petit peu ce côté simp envers Mikasa. Et ça aide à appuyer un petit peu dans cette saison 4 ce qu'ont inspiré nos personnages principaux et à quel point ça peut être un peu dévoyé. C'est pas trop mal. Allez, je le mets là. Alors, ensuite. Nous avons Itch. Voilà, nous avons donc les deux membres du trio. Et c'est là que je vais dire ce que je trouve dommage. Les deux membres du trio un peu secondaire qu'on avait suivi pendant une période dans la saison 3, c'est-à-dire Itch, Flock et Marlowe. Alors Marlowe, c'est techniquement le moins important parce qu'il meurt dans la saison 3, alors que ces deux-là survivent le plus longtemps. D'ailleurs, Itch, normalement, elle est encore en vie à la fin. C'est une des rares à rester en vie à la fin, ce qui est quand même incroyable. Et voilà, je trouve dommage que Marlowe ne soit pas compté, parce que c'est un personnage quand même qu'on a pas mal appuyé dans les saisons 1 et 3. Et oui, même s'il meurt de façon rapide, ça reste un peu tragique et je trouve dommage qu'il soit pas dans cette liste, hein, parce que où il est censé être Marlowe là, vous me dites, parce que je me souviens quand même de sa coupe de cheveux un tout petit peu du mec et c'est pas ça, hein. Ou alors il a eu cette coupe à un moment donné, je sais pas, je me souviens tellement rien, je suis désolé. Donc voilà, c'est un petit peu le seul oubli de cette liste que je dis à déplorer. Mais après ça, c'était beaucoup trop long, quoi. Vous voyez le nombre de personnages que j'ai mis dans Tu Existes. Si j'avais pris des listes plus complètes, ça aurait été encore plus long et ça aurait été lourd, encore plus lourd à faire. Enfin bon, voilà. Marlowe, je trouve dommage qu'on ne l'ait pas compté. Je l'aurais mis en B. Je trouve que c'est une bonne illustration de ce que représentent les valeurs du sacrifice et ce qu'elle représente à la toute fin, en fait.
Sa fin est, je pense, l'une des fins les plus touchantes, bien que rapide, qui soit dans la série, et donc c'est dommage qu'on l'ait pas appuyé. Hitch, c'est quelqu'un qui a clairement un coup de cœur envers Marlowe, mais pas au point de le suivre au combat et au risque de mort assez important, et ce qui fait qu'elle n'est pas restée avec lui, elle est restée plus en sûreté à l'intérieur des murs et elle en vient à regretter un petit peu sa présence jusqu'à avoir une espèce de petite relation avec Annie sans trop le vouloir. Parce que c'est elle qui l'a surveillée durant ces 4 ans où elle était endormie. Mignonne comme personnage, sa relation avec Marlowe était intéressante. Un peu rapide malheureusement puisque au bout du compte il n'aura pas duré longtemps. Je trouve dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps, mais je vais la mettre en bas du B. J'aime bien le personnage. Mais ensuite Flock. Alors là aussi on est dans le dans le polémique. Flock est mon personnage préféré de la saison 4. Je le dis de but en blanc. Alors je dis pas que je suis d'accord avec ses idéaux. Je dis pas qu'il a raison de faire ce qu'il fait, mais je trouve qu'en termes d'évolution de personnage, de développement, c'est le meilleur arc qu'on a su appuyer dans la saison 4. Je vais me plaindre de certains personnages plus tard par rapport à comment on a traité la suite de leur arc dans cette saison 4, je le dis clairement, mais lui, sincèrement, il y a quelque chose de vraiment fort dans ce qu'on a su créer autour de lui. Parce que dans les 3 premières saisons, il donnait pas l'impression de grand chose. Mais à partir de la fin de la saison 3, il y a quelque chose qui s'est vraiment créé en lui lorsque c'était le seul survivant de cet assaut géant face au titan bestial. C'était pas le titan bestial, je sais jamais, c'était quoi le titan de Zeke, bref, on s'en fout. En ayant survécu à ça, en ayant vu la mort de près, il a fini par comprendre ce qui était important, de son point de vue en tout cas, pour gagner contre cet ennemi qui semble insurmontable. C'est-à-dire qu'il faut savoir se montrer démoniaque. Il faut savoir être une sorte de diable pour avoir une chance de se sauver nous-mêmes. C'est pour ça qu'il considère Erwin après ça comme le plus grand modèle à suivre et qu'il a fait de son mieux pour représenter ce qui pour lui était Erwin. Et dans cette saison 3, on ne fait pas grandement justice, mais c'est un mème cette face maintenant, hein, c'est un mème. Il a totalement voulu représenter ses idéaux de devoir être un monstre pour survivre face aux monstres qui sont contre nous en fait. Et il était derrière le plan d'Eren. C'est le seul qui était au courant parce que dans un sens Eren savait, il avait su jauger sa mentalité, qu'il serait derrière lui et il y avait quelque chose de très fort dans cette espèce d'abnégation de vouloir représenter ça. Notre plan, c'est de faire en sorte que tous nos ennemis meurent. Comme il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, que tous les autres meurent comme ça, il n'y aura plus que nous et ce sera bon. Parce qu'on est dans cette espèce d'impasse, on doit être des démons. Et je suis prêt à tout pour représenter ces vœux-là. Comme un peu ce que représentait Erwin pour moi. Même si je ne suis pas sûr qu'Erwin n'aurait été d'accord avec ça. On essaye d'appuyer un tout petit peu que non. Même si c'est un petit peu nébuleux à un moment donné. Mais je trouve ça très intéressant. Et je peux pas non plus, contrairement à ce personnage-là, je peux pas non plus dire que je ne comprends pas où il veut en venir. Je ne suis pas dans le camp pro-Jäger. J'estime que si pour survivre, faut tuer 80% de la population, c'est un petit peu trop, hein. Surtout que il y a cette connaissance quand même que cette autre population n'est pas 100% malfaisante. Donc ouais, je suis pas derrière ça, je suis pas pour le génocide, même si c'est pour empêcher notre propre génocide. S'il y a que cette solution là, c'est du perdant-perdant quoi. Je suis pas pour cette solution là. Mais je comprends d'où vient ce sentiment parce que durant toute
durant toute leur vie, les Eldiens ont eu ce sentiment d'oppression, d'attaque constante. Et en voyant cette espèce de solution sauveuse, il se range derrière, il est prêt à être un démon comme Erwin était prêt à être un démon de son point de vue. Et en suivant ces convictions-là, je trouve qu'il a parmi les scènes les plus classes de cette saison 4, hein, de toute la série. Hein. Le moment où il est prêt à se jeter dans la mêlée, faire face à deux titans, deux titans contrôlés pour pouvoir faire ce coup qui empêchera le groupe de poursuivre, qui mettra à l'eau leur projet, c'est une abnégation assez forte et je peux que respecter ça. J'ai adoré comment on a traité le développement du personnage, même à la toute fin, parce que c'était même pas sa fin, quoi. À la toute fin, alors qu'il a plus qu'un souffle de vie et qu'il est prêt à tout faire dans une dernière tentative pour empêcher les autres d'avancer, et que ses derniers mots, c'est une supplique, s'il vous plaît, faites en sorte que le démon qu'on a créé nous sauve. C'est une conviction qu'il est difficile de ne pas respecter. Que je comprends à un certain degré, et même si je suis pas derrière, j'aime beaucoup ce qu'on fait autour de ça. Donc, il va en S, ce personnage-là. J'ai adoré son développement dans la saison 4 et qui a bien été entamé à la fin de la saison 3. Et c'est peut-être même mon personnage préféré. Il faudra que je le voie un petit peu en détail. Il y a d'autres S qui arriveront, hein, je vous préviens. Donc, ouais, j'ai adoré ça. Adorer un personnage, ça veut pas dire adhérer à ses idées, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais ça veut dire aussi les comprendre un petit peu, je pense, hein, arriver à les comprendre un petit peu. Donc vient donc son modèle de pensée Arwin, que je mets également en S. J'adore le personnage. Je trouve que comme il a plutôt bien appuyé, c'est quelqu'un qui se force à être un démon. C'est quelqu'un qui a cet atout pour galvaniser les troupes et qui est prêt à faire des sacrifices assez énormes en sachant préparer le terrain. Il sait prévoir pas mal de trucs. Il a conscience qu'il représente une armée qui n'a pas une grande espérance de vie et que c'est un peu du casse-pipe, mais il sait qu'il représente quelque chose de grand et il est prêt à faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions pour faire en sorte que ce qu'il représente aille loin en fait. Et cette source d'inspiration, elle a inspiré un peu différemment certains autres personnages, mais je trouvais que c'était très fort. Néanmoins, cette situation où c'était un petit peu le grand démon qui devait diriger les gens à un certain degré, et ben ça l'a miné. Et c'est à cause de ça qu'on s'est retrouvé avec ce choix cruel à un moment donné entre qui se veut entre lui et Armin. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Et dans un sens, Floch avait totalement raison que sur la fin, c'est l'émotion qui a fini par être juge. Parce que d'un point de vue purement stratégique, Erwin était un meilleur choix. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est l'émotion qui a fait en sorte qu'Armin reste. Je reparlerai un petit peu plus en détail de ça. Je trouve que le personnage est superbe. Vraiment. Mais très bien rendu, et le temps qu'il a duré, même sa fin assez tragique, ça m'a vraiment beaucoup touché. Il a vraiment quelque chose de puissant dans sa force galvanisatrice. Vient ensuite Levi, là aussi c'est un rang S, c'est la putain de classe incarnée ce mec. En tant qu'Hackerman, il a cette espèce d'instinct de combat tellement puissant qui peut dégommer les titans par paquet de 10. Et ouais, il a tellement défoncé qu'il déchire tout. Il a un passé suffisamment appuyé malgré tout. Une fois de plus, je trouve que son lien avec lui, ça n'apporte pas grand chose au grand schmilblick, mais c'est quand même, c'est pas mal d'appuyer les personnages, quoi. Et voilà, ses attaches, il est très sérieux dans sa façon de les montrer, mais elles sont présentes, notamment envers Erwin et aussi envers Angie. C'est vraiment ce trio-là qui s'est formé, et le fait que sur la fin ils se retrouvent tout seuls, qu'ils doivent un petit peu garder quelque chose de ça en faisant quelque chose de plus léger, c'est un peu touchant, c'est très touchant. C'est le seul survivant du trio, quoi. Alors c'est le plus puissant dans un sens, donc il a su bien s'en sortir avec ça. Une fois de plus, sa dualité avec Zeke était très cool. Vraiment, c'était une rivalité très forte, ça aussi, qui passait très bien. Le gars, c'est la classe incarnée. Donc, voilà, il va en S sans problème. Je ferai le 3DS plus tard. Angie, bah, je vais la mettre en S aussi.
Ah ouais, non, sérieusement. Si vous pouviez me faire un spin-off sur ce trio-là, je disais avant les événements avec Eren, transformés, et juste eux qui se découvrent, qui forment l'armée qui va à l'extérieur des murs et qui commence un petit peu à créer ce trio-là, moi, je veux dire, ce spin-off de l'attaque des Titans, je regarde totalement. Hein. Ces trois-là, ils déchirent leur mère. Hein. Sérieusement. Et puis aussi, ce serait peut-être l'occasion de voir certains personnages qui sont morts très vite dans le passage Eren. Voilà quoi, si vous pouviez faire un spin-off, moi je vous dis, c'est le choix le plus évident pour moi. Elle est super marrante dans sa façon d'essayer de jouer la comédie, même s'il n'arrive pas très bien. Et voilà, elle est ultra excentrique. Elle a cette espèce d'amour pour ce que représentent les titans, même si elle est consciente évidemment qu'ils sont dangereux, parce que voilà, c'est quelque chose d'inconnu, de super classe. Elle a cette curiosité assez marrante qui est mise en place. Et j'apprécie beaucoup comment on joue sur le fait que elle est propulsée après la mort d'Erwin en tant que nouveau commandant. Avec toutes les pertes qu'elle a vécues, oui, parce qu'il y a aussi son second. C'est pas impossible que son second soit là-dedans. C'est pas impossible, parce que oui, quand même, le second qui était avec elle pendant un petit moment, il était plutôt sympa, mais putain, j'arrive plus à retrouver, quoi. C'est pas impossible que ce soit lui, je sais plus. Excusez-moi, rapidement. Donc, ouais, ce côté, je suis pris sous le poids de cette responsabilité, ce qui fait que je dois me montrer de plus en plus sérieuse, en dépit du fait que je suis une grosse excentrique sur le papier. Cette espèce de développement du personnage est très intéressant. Et le fait qu'elle soit dépassée par la situation, qu'elle sente le besoin de se sacrifier sur la fin parce qu'elle sait pertinemment que ce n'est pas elle qui sera la plus probante pour le combat final, et elle peut être rapidement en l'espace d'un instant elle-même, c'est super cool quoi. Il y a quelque chose de vraiment fort. Ces trois-là sont ceux qui portaient le mieux la série pour moi. Et ouais, je regrette un peu que Kanji soit morte. C'est de la faute de Floch, mais ouais, je regrette un petit peu que Kanji soit morte. Peut-être que ça aurait pu donner quelque chose s'il avait survécu, mais dans un sens, faire de Levi le seul surveillant, il y avait quelque chose aussi de puissant là-dedans. De toute façon, tout le monde crève, tout le monde crève dans cette série. Alors nous avons donc maintenant la grande compagnie initiale qu'on aura suivie, dont certains auront duré plus longtemps que d'autres. Certains auront été des traîtres, certains à moitié, et ouais, certains personnages ça passe mieux que d'autres. Ah bien, on va terminer sur notre trio principal évidemment, hein, mais on commence par celui qui est parti le plus vite, le plus tôt, de façon injuste, le pauvre Marco, que je vais mettre en B, sincèrement. Le peu qu'on le voit, je trouve qu'il apporte beaucoup, ne serait-ce que par rapport à sa relation avec Jean. On sent qu'il y a cette compréhension du gars envers quelqu'un qui, au premier abord, semble penser qu'à sa pomme et cherche à se la couler douce. Il se rend compte qu'il y a des ambitions derrière et qu'il vaut beaucoup, et il amène pas mal dans sa relation avec le gars. Il aide énormément à appuyer le personnage de Jean, même si on le voit pas des masses. Parce que je dis, il meurt dans la saison 1 de façon assez tragique, hors champ au début, et une fois qu'on apprend comment il est mort, c'est encore plus tragique. D'ailleurs, on sait bien jouer là-dessus, j'aime beaucoup ça. Je trouve que pour le peu qu'il apparaît, il apporte beaucoup. Ça vaut pas un A, mais bien, bien. Nous avons ensuite Berthold, donc le trio des traîtres, donc en commençant par Berthold, que je vais pas mettre en A, je vais mettre en B, en haut du B, je pense. J'aime bien le fait que c'est le gars le moins sûr de lui, en dépit du fait qu'il a le titan le plus destructeur qui soit, le plus pété qui soit, si on ne prend pas en compte le titan d'Eren. Il doit apprendre à avoir cette assurance, et lorsqu'il apprend à avoir cette assurance, ben, c'est un ennemi, hein, c'est un traître, hein, je le précise.
On essaye un tout petit peu d'appuyer que c'est un humain malgré tout, en dépit de tout ce qu'il fait. Et qui peut être un peu touchant, même si je vous cache pas, en tout cas durant les 3 premières saisons, la saison 4 a aidé un petit peu avec ça, j'ai toujours un petit peu de mal à être attaché à eux parce que au bout du compte, ce sont des gens qui ont provoqué une hécatombe. Et, et le fait que qu'ils essayent un petit peu de se poser en victime là-dedans, ça m'a toujours fait bizarre. Celui qui s'en tire le mieux là-dedans, pour moi, c'est Reiner, que je vais mettre en A ou S. Je vais mettre en haut du A, et pas tout à fait en S, mais c'est très, très bon personnage, Reiner, qui, contrairement aux autres, a cette espèce de syndrome de l'imposteur. Il n'aurait pas dû être là. On l'a forcé pour être ici. Donc au début, il dit ah tout fier, je suis content, j'ai été choisi, alors qu'en fait Marcel lui dit que non, non. Il s'appelle Marcel, je le rappelle. Marcel lui dit que non, 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 j'ai fait en sorte que tu sois choisi à la place de mon frère pour le sauver. Et il s'excuse. Et à cause de ça, sa mort un petit peu abrupte, j'avoue que la mise en scène de sa mort, wouh, tout d'un coup, il y a un titan qui passe qui le bouffe rapidement. Rapido. C'était très vite ça, hein. J'avoue que ça aurait pu être un tout petit peu mieux de mise en scène. À partir de là, c'est lui qui va porter le groupe, alors que ça devait être Marcel le chef. Ça fait toujours marrer de dire son nom comme ça. C'est un prénom, Marcel, c'est un prénom. Donc, il ressent ce besoin d'aller au bout de la quête, de la mission qu'on lui a donnée, et il force un peu les autres à le suivre là-dessus. Et ça va le traumatiser à vie, quoi. Ce sera vraiment quelque chose de très marquant. On sent déjà même... je trouve que ça aurait pu être davantage appuyé, ça, ce côté un petit peu détaché. Il est tellement pris par l'horreur qu'a impliqué ses actions qu'il finit par s'imaginer au bout du compte que cette espèce de couverture qu'il a créée en infiltrant le groupe, au bout du compte c'était vrai quoi. Au moment où il tue, où il amène à ce que Marco soit tué, il se dit ah, qu'est-ce qui se passe, notre ami Marco est mort, parce que il perd la boule en fait à ce moment-là. Et j'apprécie énormément le fait qu'on ait grandement appuyé ça dans la saison 4. C'est un des personnages où je trouve que la saison 4 a su grandement développer son personnage de façon satisfaisante. Parce que je le redis, hein, tout comme pour Berthold, j'avais du mal à m'attacher à eux quand je vois ce qu'ils ont fait quand même. Mais voilà, c'est des 3 personnages, parce que j'en parlerai, Dany, celui qui est le plus intéressant, le plus touchant dans les retombées culpabilisantes de cette chose-là. Il culpabilise tellement qu'il en est vraiment au stade de la dépression totale et d'envisager le suicide. C'est un moment assez fort de la saison 4, ça aussi, quoi. Et le fait que le combat l'appelle encore et encore alors qu'il n'en peut plus et qu'il essaye de se relever malgré tout, c'est assez touchant. Je trouve que ça aurait été fort qu'on donne une petite conclusion à ça, parce que ça fait partie des rares personnages qui survivent à la toute fin, assez drôlement. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et de l'autre côté du spectre, nous avons Annie. Allez, c'est parti pour les moments où je ne veux pas faire que des heureux. Annie, je la déteste pas, mais j'ai beaucoup de mal. Je veux dire, voilà, elle est mignonne, elle est classe, elle est un peu badass quand elle veut. Une fois qu'on dévoile que c'est une titan infiltrée, comme les autres d'ailleurs, c'est la première qui est dévoilée comme ça, et ben, elle détruit une bonne partie des remparts de la ville, elle fait beaucoup de carnage, et elle finit par se faire attraper par Eren avec quelques flashbacks un petit peu nébuleux sur son passé, et on se dit qu'est-ce que c'est ce truc, c'est quoi son truc à ce personnage. Et puis tout le reste de la saison jusque la première moitié de la saison 4, elle est endormie. Voilà, elle fait rien de spécial, elle est endormie. Ouais, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Elle pionce, ce qu'on s'en fout. Je sais plus si c'est la saison 1 ou la saison 2, je m'excuse. Bref, et une fois qu'elle se réveille, elle est en mode faut que je rebouffe quelque chose, je recroise les autres, tout le monde m'accepte très vite.
Bon, j'imagine avec la situation en place, c'est compréhensible que c'est pas la peine de trop se centrer sur les problèmes du passé. Tuer une dizaine de milliers de personnes, quand on voit ce qu'Eren veut faire, on se dit ouais, c'est petit, hein, c'est très petit. Néanmoins, et c'est ça qui me pose problème, c'est que lorsque les deux groupes ennemis finissent par s'allier pour contrer Eren à la fin, il y a cette révélation autour de Reiner, Berthold et Annie qui ont participé à la mort de Marco, et Jean le prend très mal parce que voilà, on sent qu'il y avait un truc entre eux, hein. Sincèrement, c'est pas impossible qu'il y ait presque un sous-entendu gay ou un sous-texte gay entre eux. Peut-être que si Marco avait survécu plus longtemps, il y aurait eu quelque chose, je ne sais pas trop, parce que genre, on le voit finir avec personne, hein, genre, avec personne. Je crois même pas qu'on le voit grandement fantasmer sur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui fantasment sur Historia, mais excusez-moi, c'est un détail. Enfin bref, et il y a vraiment cette culpabilité qu'on voit bien de la part de Reiner qui se sent tellement mal, quoi. Et elle est genre. Et après coup, elle ose dire en fait, je veux pas me battre avec vous. Allez sans moi, allez-y sans moi. Bon, heureusement que Falco se découvrira des super pouvoirs de vol que les scénaristes sortiront de leur cul. Pour qu'elle se dise ah, en fin de compte, je vais participer un petit peu quand même. Mais au-delà de ça, il y a ce côté, je suis détaché de ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon père adoptif, parce que voilà, une fois de plus, lien avec parents, tout ça, toujours pareil. Et au bout du compte, étant donné que j'ai le sentiment que quoi qu'on fasse, il sera mort, alors qu'en fait non, elle a de la chance. Elle se sent pas de participer. Les autres disent ah, c'est bon, elle s'est suffisamment battue comme ça. Non, elle a pioncé pendant 4 ans, merde. C'est pas suffisamment battue comme ça. Ah. Je sais pas, je trouve qu'il y avait moyen de mieux gérer sa culpabilité. Elle a un caractère plutôt cool et elle est assez classe et plutôt jolie, hein, je reconnais. Sa relation avec Armin, en toute sincérité, elle est un peu osef pour moi. Vraiment, elle est un tout petit peu mignonne, mais globalement assez osef. Elle me renvoie pas grand chose. Elle passe sans plus et je trouve qu'on aurait pu faire bien mieux. Je vais la mettre là, voilà. Ouais. Derrière Gabi. Et je vous emmerde. Bon, et je vais pas encore faire des heures avec ça parce que Historia ensuite, et c'est pour moi un gros potentiel caché. Dans la saison 3, on la met bien en avant parce que bon, dans les saisons 1 et 2, elle est là, gentille et tout, elle est juste là quoi. Et on finit par avouer cette espèce de grande lignée avec la famille de celle-là et donc toutes les responsabilités qui lui incombent. Et son lien avec Ymir un petit peu était joli, mais une fois qu'on appuie un petit peu ce lien royal, elle essaye de prendre un petit peu ses responsabilités avec tout ce qui lui tombe sur la gueule et tout, et de se dire ok, je vais représenter cette espèce d'espoir pour le peuple, et c'est plutôt fort pour le personnage parce que bon, durant la première moitié des 3 premières saisons, c'était juste la jolie fille qui était là quoi. Je suis désolé, mais c'est un peu ça. Donc c'était cool ça. Et puis après, saison 4, que dalle. C'est Historia, elle nous gouverne, elle est tombée enceinte entre-temps d'un mec lambda dont on se fout réellement du nom, elle participe à rien, tout va bien pour elle, c'est bon, calme. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que j'en tire? Il n'y a rien, on ne fait rien du personnage. C'est un des pires cas pour moi, quoi. Historia avait le potentiel d'être impactant dans les pouvoirs décisionnaires, dans ce qui pouvait se faire. Mais à partir de là, c'est l'armée qui décide, c'est eux qui disent hey, quand est-ce qu'on fait ci ou ça. Et elle est juste là, et elle fait jolie. Les petits, je suis la reine, je suis là, ouh. Et oui, c'est pour moi un gâchis complet. Je trouve quand même que son développement dans la saison... dans les saisons 2-3, il était suffisamment bien pour que ça vaille un B, mais pas plus que ça, je pense. Mais je vais être en bas du B, quoi. Et pire, Ymir. Alors là, pour moi, ça mériterait presque une cache potentielle gâchée, quoi. C'est un foutage de gueule.
la façon dont elle a été traitée dans la saison 4. Et ça rend une bonne partie de ces moments dans la saison 3 stupides. Déjà, je trouve que Ymir a, a l'échange le plus débile de toute la série. Hein. L'échange verbal le plus débile de toute la série avec Historia. Si vous avez suivi la parodie version abrégée en français, je pense que ça vous parlera. Mais ouais, il y a ce côté... Non, je ne peux pas rester avec eux parce que je suis une titan transformée et je retrouverai plus ma place auprès de ceux qui représentent Mar. Et comment qu'elle trouve sa place? Eh ben, en se faisant bouffer hors champ par Porco, quoi. Mais c'est ça, on la voit 5 secondes dans la saison 5 et 4, et puis voilà, elle a été bouffée par Porco, et puis... T'as des super plans, t'étais obligé de les suivre pour faire ça, ma grande. Pourquoi? En plus, on a pu dans son passé qu'elle était censée représenter la descendante d'Ymir. Elle a été trahie par Mar, qui a transformé tous les siens, dont elle, en titans. Et elle se dit, tiens, je vais les rejoindre. Pourquoi? Je ne comprends pas une seule putain de seconde sa décision, en fait. Sa décision est débile. Si encore, on avait montré dans la saison 4 que... qu'on avait un petit peu joué son avocat et qu'elle aurait pu participer à quelque chose, peut-être, mais là, rien, quoi. Sa décision n'a aucun putain de sens. Et donc, oui, elle est classe au début. Tiens, sa révélation, même si ça fait un petit peu redondant, je suis désolé, quoi. Comme par hasard, il y a un 4e membre de l'expédition qui peut également se transformer en titan qui avait fait des cachotteries. Putain de merde, et ben dites donc, hein, cette escouade elle est particulière. Hein. Donc, ouais, déjà c'est un peu gros, je suis désolé, c'était un petit peu gros ça. Mais ouais, au-delà de ça, c'était un peu classe, et puis son espèce d'attirance, son histoire avec Historia était un petit peu cool, mais on n'en fait rien. En fait, on gâche ça, c'est un gâchis abyssal. J'ai envie de le mettre en haut, ce personnage. Pas parce que je l'aime pas, mais parce qu'on l'a gâché, quoi. C'est le plus gros gâchis de cette série pour moi. C'est le truc qui mérite peut-être le plus dans cette saison 4, hein, je vous jure. Donc, ouais, je peux pas m'empêcher d'avoir beaucoup de mal avec ce personnage, parce qu'on a foutu en l'air beaucoup de cas. Alors que bon, au moins, Historia, même si bon, on a foutu en l'air sa relation avec Ymir, qui au passage a pris le nom d'Ymir parce que c'est sa descendante, elle est censée la représenter, même si pas tellement, ça allait très vite ça aussi. Bref, son passé était assez touchant en soi, et on joue pas des masses dessus, ça veut rien dire, quoi, je veux dire, tout est foutu en l'air autour du personnage. Donc ouais, je suis désolé, je ne peux pas apprécier ça grandement. Je peux pas apprécier ça grandement, quoi. C'est un E. C'est pas tellement pour le caractère du personnage qui est plutôt cool que pour le traitement global dans l'histoire qui est nul à chier. Je le dis clairement. Mais voilà, le traitement dans l'histoire, ça fait partie du traitement du personnage, quoi. Vient ensuite donc nos 6 principaux, ceux qui sont là durant une grande partie de l'histoire, même s'il y en a une qui malheureusement nous aura quitté plus tôt. Tiens, on va faire ça dans l'ordre. Allez, celle qui n'aura pas survécu, Sacha. Bon, ça vaut pas un S, mais j'ai quand même la mettre en A. Elle est fun. Elle apporte cette légèreté à la bande dont ils ont besoin, sincèrement. Et vraiment, son côté très sincère, direct et bête, parce que bon, elle est un petit peu bête, a su vraiment dérider la plupart des gens, ce qui fait qu'elle était appréciée de tous au bout d'un moment, quoi. Et le fait qu'on ait tué assez froidement dans la mise en scène, parce que bon, une fois de plus, c'est Gabi qui l'a tué par vengeance après l'attaque du début de la saison 4. Une fois qu'on l'a tué un peu froidement, évidemment, ça fait un vide, ça touche tout le monde, parce qu'elle représentait un petit peu cette légèreté dont on a besoin. Et ça n'empêchait pas non plus d'être un peu classe et badass, quoi. On appuie comment elle a réussi à avoir cette espèce d'expertise en visée et le fait que c'est un atout pas négligeable de l'équipe, évidemment. Il y avait vraiment quelque chose de très joli, très touchant autour d'elle. Et ouais, ce côté un peu bébête au début, elle a toujours été un petit peu bête, a aidé à son aspect très, très touchant, quoi, très simple touchant. Ce qui fait que ouais, je vais le mettre pas tout à fait au niveau de Rainer, mais en A, quoi, dans le haut du A. Vient ensuite Connie, que je vais mettre en A également.
Ouais, je vais mettre en A également. Connie, j'ai lu une critique qui, je trouve, a plutôt bien résumé le personnage. C'est le type normal qui est pris dans tout ce bordel et qui essaye un tout petit peu de rationaliser ça avec son côté je suis le moyen de base. Le moyen de base qui est quand même su s'entraîner, être quelqu'un de très doué après plusieurs années évidemment, mais voilà quoi. Et il y a quelque chose d'assez joli autour du personnage qui subit un petit peu toutes ces saletés sans pouvoir rien faire et qui doit suivre le mouvement qui juge le mieux, qui essaye un peu de s'en sortir alors que bon, il sait rien faire à part un peu suivre le mouvement quoi. Malgré tout, il en a marre et on sent cette espèce d'effet ras-le-bol dans la saison 4 où il se dit qu'il commence à en avoir ras le cul, que tout le monde lui dise de faire ci ou ça sans rien expliquer avec ces termes de retournement. Et le fait est que à un moment donné, il est même prêt à faire quelque chose d'assez grave, de sacrifier un enfant, enfin un enfant, un adolescent jeune, pour pouvoir sauver sa mère qui est une des victimes collatérales des transformations en titan dues à ce connard-là, quoi. Il, il est pris dans énormément de trucs là-dedans, alors que c'est juste le mec le plus normal de la bande. Et il doit faire avec. Et à ce niveau, il s'est très bien représenté le Pékin moyen, sans vouloir être vexant, qui subit un peu tout ça dans la mêlée. C'est pour ça que lui, je le mets en A. Très très bon personnage. Ensuite, Jean, que je vais mettre en S. Très très bon personnage, très très bon développement. J'ai adoré l'idée du gars qui était en constante rivalité avec Eren parce qu'ils avaient des considérations très différentes et le fait que, en dépit du fait de vouloir chercher la gloire avec le moins de problèmes, il finira par comprendre, par sentir ce besoin de représenter plus en fait. Pas juste les soldats pseudo d'élite qui vont garder le coin central qui sera le moins attaqué. Non, quelqu'un qui peut pencher dans la balance, qui peut être décisionnaire d'une autre façon, quitte à devoir risquer plus, notamment grâce à Marco et tout ce que ces mots représentaient pour lui. On sent cette vraie fidélité du gars par rapport à ses principes et le fait que ce soit un peu un leader né à un certain degré. Eren, c'est un peu celui qui les porte pendant une bonne partie du temps, mais Eren, c'est pas un leader né, quoi. Il a beaucoup plus de capacité, il a plus de réflexion et il apprend vraiment à s'affûter avec ça dans les difficultés, dans les pertes. Il y a quelque chose de très touchant et de très prenant dans l'évolution du personnage. Il passe de ce gars un peu vantard facile à cet atout tactique assez important qui sait vraiment se poser pour réfléchir à la situation. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le personnage et beaucoup de révélations et de ses réactions par rapport à ce qui lui arrive. Vient donc ensuite notre trio principal et je vais pas avoir que des bonnes choses à dire, je suis désolé. Je vais être majoritairement positif. On va commencer d'ailleurs par Armin qui était dans les saisons 1 à 3 mon personnage préféré sans conteste de cette série. Malheureusement il y a la saison 4. Et il souffre de façon plus prononcée, j'ai envie de dire, parce que disons qu'il souffrait un petit peu ça et c'était moins grave, du même problème que les autres personnages, c'est-à-dire qu'il subit le scénario. Alors, il subit complètement, enfin si, plus ou moins, on va en parler de ça, on va vraiment en parler quand on sera sur Eren, mais voilà, Armin, dans les saisons 1 à 3, je l'adorais. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui savait avoir de la jugeote et qui savait être sincère dans ses discours. Il avait la jugeote et de la sincérité, c'est ce qu'il était Armin. Et donc, il savait un petit peu contenir ses amis, il savait se mettre en avant pour eux. C'est grâce à son discours que l'armée a pu être convaincue en l'espace d'un instant de donner sa chance à ce type. C'est grâce à pas mal de réflexions stratégiques qu'il a pu aider l'armée et c'est aussi par rapport à certains sacrifices mentaux qu'il a pu faire qu'il a pu un petit peu aider à
débloquer certaines situations. Une de mes scènes préférées de tout l'anime confondu, c'est lorsque il s'adresse à Bertolt et Reiner qui ont capturé Eren. C'est genre la troisième fois que ça lui arrive. Et il se rend compte qu'il peut pas juste foncer dans le tas parce que ça servirait à rien. Et donc qu'est-ce qu'il peut faire pour arriver à les atteindre un petit peu? Et c'est là qu'il décide de devenir une sorte de monstre dans les paroles, quoi. Et ce moment-là, je l'adore. Ça montre le personnage qui doit laisser partir un peu de son humanité pour pouvoir être efficace et faire en sorte de quelque chose, quoi. Il a pas mal d'éléments tactiques, de stratégies qui marchent très bien, qui aident beaucoup à travers ces 3 premières saisons. C'est pour ça que lorsqu'on en est à la décision de choisir qui doit survivre entre lui et Erwin, lorsque Floch accuse tout le monde d'avoir choisi avec les sentiments et pas avec la tête, il a raison à 90%. Néanmoins, j'aimerais quand même avancer que si Erwin a été choisi, c'est parce qu'il quand même pouvait apporter quelque chose. C'est parce qu'il a su prouver à plusieurs moments qu'il avait un esprit stratège bien réfléchi. Et on retrouve rien de tout ça dans la saison 4. Dans la saison 4, il subit, il se passe ci, ça, je suis. Au début, il est un petit peu en se transformant en titan colossal parce que bon, il a fini par bouffer Bertolt. Ok, mais n'importe qui à sa place aurait pu faire ça avec le titan colossal, quoi. Arwin aurait fait pareil. N'importe quel Pecno aurait pu faire pareil que lui. Donc, ouais, tactiquement, j'ai pas envie de dire que c'est extra, quoi. Et après coup, il subit. Il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Irène? Et il se dit il est en danger, peut-être qu'on peut l'aider. Ah mince, on s'est fait avoir. Et il finit par partir sur la voie qui paraît la plus juste pour lui, c'est-à-dire stopper Irène avec tout le monde parce qu'ils sont un peu obligés, quoi. Ils doivent suivre ce que leur morale leur dicte, pas juste ce qui est sûr pour leur peuple et puis c'est tout, parce qu'ils connaissent un petit peu maintenant le monde en dehors des murs. Et stratégiquement, il n'apporte rien. En termes de réflexion, il n'apporte rien. Et la seule chose où il aide vraiment, au-delà du fait que voilà, il se bat, il est bien sûr, au-delà de ça, c'est qu'il arrive à convaincre Zeke et les autres titans morts que contrôlait Eren à la toute fin de se retourner contre cette manipulation, ce contrôle pour pouvoir une dernière fois lutter pour ce qui peut leur sembler juste. C'est un peu grâce à sa conviction qu'il parvient à aider ses amis à la fin avec ça. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ce moment-là pour dire que Armin sert un tout petit peu à quelque chose dans la saison 4, au-delà du fait que c'est le titan colossal que n'importe qui avec son pouvoir pourrait faire ce qu'il fait, quoi. C'est le truc que j'ai apprécié dans la saison 4 autour d'Armin. Sinon le reste c'était basique, vous n'avez pas su en faire grand-chose. Et pour moi c'est très réminiscent de Tyrion Lannister en fait. Ça me rappelle beaucoup Tyrion Lannister. J'adore Tyrion Lannister dans Game of Thrones, mais les dernières saisons, vous saviez pas quoi en faire. Il était là. Voilà, il suivait le moment parce que bon, il pouvait pas, à part si vous le faisiez crever, mais il pouvait pas juste rien faire, il était là, quoi, mais il servait à rien stratégiquement ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Il y a un sacrifice qui a été fait pour que Armin soit sauvé à la place de Erwin, et qu'est-ce qu'il fait de spécifique? Rien, à part à la toute fin, rapidement. Et c'est dommage, c'est le genre de choses qui donnent du moulin à ceux qui auraient préféré qu'Erwin ait été sauvé plus que Hermine, parce que évidemment que si Hermine fait rien de probant par la suite, évidemment qu'on se dit que Erwin aurait été mieux. C'est dommage, je trouve que vous auriez pu un peu mieux gérer ça dans la saison 4 et c'est frustrant. Je vais quand même le garder en S parce que je ne l'ai pas trouvé affreux dans la saison 4, j'ai trouvé juste affreusement sous-exploité. Mais c'est comme Tyrion Lannister, hein, je l'adore toujours malgré le fait qu'on l'a très mal exploité dans la fin de la série, quoi. C'est dommage. Je trouve qu'on aurait pu faire plus, mais ça n'ôte rien à sa grandeur dans les saisons 1 à 3, je le trouve génial. C'est mon personnage préféré des saisons 1 à 3. Mais la saison 4, c'est presque la moitié de la série globalement, donc c'est pas rien non plus. Ça reste un S malgré tout.
Et ensuite, Mikasa, et là aussi je vais pas me faire des amis, je la trouve bien sans plus. Ah, le problème que j'ai avec elle, et je pense que beaucoup de gens l'ont déjà pointé, c'est le fait que, au bout d'un moment, le fait que son personnage se définisse quasi exclusivement par «Ah, j'aime Eren, je ferai absolument tout pour lui», ça finit par devenir un peu lourd. On essaye un tout petit peu de jouer dans la saison 4 sur le fait que est-ce qu'elle est prête à le sacrifier à un certain degré. On la met dans une situation où elle doit faire un choix ultra grave. Est-ce qu'elle le tue ou est-ce qu'elle laisse toute la population crever, enfin ce qui reste de la population. Ok, donc voilà, elle est un petit peu obligée. Mais voilà, tout son personnage aura été défini du début à la fin presque par son attirance envers Eren et le fait que ça n'aura pas su évoluer de façon un tant soit peu satisfaisante quoi. C'est juste des et si on avait fait ci, si on avait fait ça, au bout du compte je suis attiré par lui, j'ose pas lui dire et tout blablabla. C'est des délires qu'on a régulièrement dans les animés de ce couple qui tourne en rond, qui arrête pas de tourner autour du pot et qui à la fin pourrait se dire peut-être ses sentiments ou pas, mais avec bien entendu un rebondissement tragique puisque en fin de compte elle finira par le tuer. Mais ouais, quoi, le fait qu'elle soit définie que par ça, en dépit du fait que, bien entendu, elle est ultra badass, elle sait super bien se battre comme Levi, parce que c'est une Ackerson aussi, oui, mais elle a la classe, mais une fois qu'on passe outre ça, quoi, le combat classe, son personnage n'a pas un grand développement, parce qu'il ne repose que sur un seul personnage. Et je ne trouve pas que ce soit affreux comme développement, comme arc en soi, mais je trouve pas non plus que ça vole très haut, quoi. Il y a moyen de faire plus, il y avait moyen de développer ça mieux. Et ça me fait penser à un truc, c'est une réflexion que je me suis faite dès le début, lorsque j'ai regardé la saison 1, et lorsqu'on a découvert que Eren était encore en vie. Bon, très vite j'avais compris que Eren était encore en vie lorsqu'on a vu ce titan très spécial se battre contre les autres titans. Ouais, ça doit être Eren, je vois pas pourquoi ce serait pas lui. Je sais pas exactement ce qu'il en est, au début je comprenais pas, mais oui, ça doit forcément être Eren. Mais pendant un épisode, d'un épisode et demi, ça a donné cette impression que peut-être, oui, cette espèce de héros central que vous avez posé durant les premiers épisodes ne serait en fait pas le héros central et finirait par mourir comme une merde rapidement, enfin en sauvant quand même son ami Armin. Et au bout du compte, les deux héros centraux, ce serait juste Armin et Mikasa qui devraient surmonter la perte d'Eren et savoir se définir au-delà de ça, en étant les grands héros qui sauveraient la situation. Et je trouve que ça aurait été intéressant. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette vision un peu simpliste, je dois avouer maintenant, quand on compare à la complexité que c'est donné cet univers, d'un cas où ce serait juste des monstres, les titans, et il faudrait juste les battre, et il n'y aurait pas de transformation d'humain en titan, ou alors pas de façon aussi alambiquée que vous avez mis en place. Et de fait, on aurait eu des implications très différentes, notamment le fait que ce serait juste une guerre à gagner contre une force qui a l'air implacable, avec des héros qui auront déjà perdu énormément dès le début, quoi. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait donné à Mikasa un développement plus intéressant. Mais ouais, Eren sera resté en vie jusqu'à la toute fin où il sera mort, et de fait, Mikasa n'aurait été défini que par ça. De fait, ouais, j'aime bien, elle est en B, mais pas plus. C'est dommage, hein, je l'aurais vu plus, mais ouais, je vais la mettre au-dessus de pique quand même. Hein. je trouve que avec quelques petits changements, quelques détails en plus, un peu plus de complexité dans ses motivations, elle aurait pu être facilement en A ou en S. Mais tel quel, non, je peux pas la mettre plus haut que ça. Bien ensuite, le gros morceau, punaise. Eren, par où je commence? Je pourrais faire une dissertation d'1 heure sur Eren Yeager et tout ce qu'il représente du début à la fin, les nombreuses polémiques qui ont lieu autour de lui, la considération des gens qui au début le voient comme un gros géniard, mais sur la fin le voient comme quelqu'un d'ultra classe et tout. J'ai du mal avec Eren Yeager de deux façons différentes dans les saisons 1-3 et dans la saison 4. Tout en ayant beaucoup de bien à dire sur lui. Hein. J'aime le personnage dans les deux cas, mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a des problèmes dans un cas comme dans l'autre.
Et ouais, il y a une... vous renvoie une fois de plus, je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez cette série, à la vidéo du Tropper qui a fait une analyse intéressante sur le fait qu'au début, c'est quelqu'un qui veut changer la donne, qui veut sortir de cette espèce de situation presque inéluctable qu'on semble lui promettre, pour au bout du compte, en devenant plus fort, accepter à contre-cœur qu'il est dans une situation inéluctable, qu'il a un destin à suivre et qu'il peut rien y faire. C'est intéressant sur le principe mentalement dans l'évolution. N'empêche que je vais avoir un problème déjà bon avec la première partie, déjà les saisons 1-3, avec le fait qu'on a joué un peu trop sur le côté damoiselle en détresse. Se faire capturer 3 fois et devoir être sauvé 3 fois, je vous cache pas que c'était un petit peu de trop. C'était une de trop, même deux, hein, je trouve. Hein. Une fois ça va, c'était peut-être un peu excessif. Là, on a un peu trop joué sur le caractère damoiselle en détresse, ce qui fait que je peux comprendre qu'on ait un peu de mal avec le personnage. Au-delà de ça, sa colère est 100% compréhensible. C'est quelqu'un qui a presque tout perdu à cause des titans, qui a cette haine en lui, qui ressent ce besoin de se venger, en ayant quand même cette attache envers les siens, quoi, parce que voilà, il a cet instinct de camaraderie qui est vraiment prenant à suivre. On arrive à comprendre le gars, quoi, et cette hargne presque primaire, bestiale qu'il porte à travers ça, moi je trouve ça très intéressant. Et le fait qu'il ait des attaches malgré tout, que les gens le comprennent, qu'il doit apprendre à écouter les autres, mais pas complètement aussi, parce qu'on essaye de faire cette espèce de message comme quoi ce qui paraît évident, ce qui paraît simple, gnangnan, ne marche pas tout le temps en fait, notamment dans la saison 2 il me semble, ouais, c'est ça. C'est très intéressant pour le développement du personnage d'apprendre de ses erreurs, de se rendre compte qu'il y a des choses graves qu'il n'arrive pas à arrêter en dépit des grands pouvoirs qu'il a après, malgré tout l'entraînement qui se fait. Et puis on passe à la saison 4. Après tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a endurés, même si bon, ses deux amis les plus proches, Armin et Mikasa, ont quand même un plot armor assez notable, hein, on va pas se le cacher, il se retrouve 4 ans plus tard, après avoir découvert donc Marthe, enfin tout le monde au-delà des rivières, au-delà de leur île, à cogiter sur ce qui pourrait marcher. Parce qu'il s'est rendu compte que ce sont des humains, mais il s'est également rendu compte que partout où il va, il y a cette haine, ce mépris irréductible des Eldiens, de ce qu'ils représentent. Et ça paraît impossible à casser ça. Ça paraît impossible à calmer, surtout quand il y a des prédicateurs comme ce qu'on a et qui viennent dire ah tous les Eldiens sont des menaces, il faut les détruire, luttons tous ensemble. Il se retrouve de son point de vue dans une impasse où il se sent obligé d'aller aux grands mots, les grands remèdes. Mon peuple, ceux avec qui je vis, ceux qui représentent tout pour moi, dont mes amis les plus proches, vont mourir, n'auront jamais la paix. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Rien donne l'impression d'être une solution simple, à part être radical, en fait. Et il part sur cette idée qui lui a été inspirée par l'entente des choses, j'en parlerai de ça parce que c'est le truc qui m'énerve pas mal, je vous cache pas, de raser la population autre que Eldia, pour faire en sorte que ce serait vraiment une paix durable avec seulement les siens. Ce qui n'est pas la bonne solution, c'est clair et net, je ne serais jamais d'accord avec ce genre de choses, mais c'est compréhensible. Mentalement, c'est totalement compréhensible de partir là-dessus. Et ouais, j'aime beaucoup ça, et donc le fait que ça devienne l'antagoniste de la saison 4, alors que c'était le protagoniste des saisons 1 à 3, c'est très intéressant, super fort. Il y a quelque chose d'assez prenant, de vraiment poignant là-dedans. Le problème que j'ai avec ça, c'est que à partir de maintenant, on joue sur les pouvoirs des titans et le fait que, au bout du compte, ça ne répond pas de lui, ça ne dépend pas de lui.
C'est juste une espèce de voie que lui a tracé le grand destin en entrant dans sa tête avec cette espèce de titan qui, on l'apprend genre vers la fin de la seconde partie de la saison 4, est en fait le titan qui voit l'avenir, le titan de son père, il voit l'avenir, c'est ça son truc, et il voit l'avenir, le passé, il voit tout, il sait lire dans le temps et même influer sur le temps. C'est ça le truc du personnage. Et donc, au bout du compte, ça indique qu'il y a une ligne de destin, le destin est tout tracé, et qu'en fait, il est maître de rien, d'absolument rien. Sa décision n'est mue que parce qu'il a vu que ça ne pouvait être que ça. Et j'ai un peu de mal parce que ça rend les enjeux à la toute fin presque vides de suspense. Bon, même si on crée des super combats, etc. Parce que tu sais pertinemment que l'histoire est écrite. Que Eren Yeager a prévu ce qui allait passer. S'il voit le passé, le futur, ce qui peut influer sur le passé pour mettre en place le futur, il sait comment ça va se finir. Il savait depuis le départ qu'il allait se faire tuer et que une partie de la population restante serait sauvée, ce qui promettrait une paix pendant une certaine période. Une période un peu indéterminée, mais assez longue quand même, pendant plusieurs générations. Même si elle ne durera pas, puisque ça c'est un truc pour bien nous faire bader à la toute fin, quoi. Vous vous souvenez du plan de fin, quoi. On dit voilà, Eldia a fini par trouver la paix pendant 100-150 ans, un truc comme ça, et puis à la fin, bah, il y a toujours eu la guerre, ce sera détruit. Enfin, 150 ans, je sais pas exactement, hein, parce qu'un arbre, ça peut durer longtemps, hein. Si ça se trouve, ça fait 300-400 ans, enfin, je ne sais pas, mais voilà, une paix durable, mais pas infinie. Et au bout du compte, ce qu'il a fait, c'était pour permettre à ses amis et leurs descendants, et peut-être les descendants de vivre tranquille un petit moment, même si les générations futures, ben tant pis, hein, on peut pas tout faire, quoi. Ouais, c'est un peu... ah oui, ça vous laisse avec ce sentiment de joie incomparable à la fin de l'Attaque des Titans, hein. Mais ouais, je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage, parce que je trouverais ça plus fort de créer du vrai suspense sur le fait que Eren ne sait pas ce qui va se passer. Le fait qu'Eren ne puisse pas savoir ce qui va se passer, il a vu cette solution comme un dernier recours, parce qu'il ne voit rien d'autre. Même si ça le dégoûte un petit peu de tuer des innocents dans le processus. Et le fait de devoir l'empêcher de la part de la coalition de nos héros maintenant, parce que c'est plus moral, ce n'est pas la bonne chose à faire d'un point de vue considération de la population, c'est sûr, c'est fort. Et ce suspense de savoir qui l'emportera ou pas, même si, bon, on se doute un petit peu scénaristiquement que c'est plus logique qu'on l'empêche à la toute fin, c'est plus fort que dire savoir c'est tout tracé. Et donc voilà, Eren savait qu'au bout du compte, ça se passerait comme ça. Dès que j'ai vu qu'il avait ce pouvoir d'influence du passé, je vous cache pas que oui, ça m'a fait un petit peu triper parce que ouais, c'est incroyable, depuis le début il fait tout ça. Wouh! Déjà, ça fait partie de ces nombreux pouvoirs que le scénariste sort de son cul pour dire je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire tellement de trucs maintenant, wouh! Mais il y a certains trucs que je peux pas faire quand même parce que sinon ça arrangerait pas le scénario, hein. Ce que je veux dire, avec les pouvoirs qu'il a, pourquoi il pourrait pas faire en sorte que tout le monde crève directement, hein. Et pourquoi il pourrait pas faire une espèce d'attaque ciblée, tous les militaires, tous les gens qui sont tous les racistes, les butent et les autres ils meurent pas. Non, c'est trop compliqué pour lui. Ah, il peut contrôler tous les titans, il peut parler mentalement à tous les Eldiens, il peut faire des tonnes de trucs, mais il peut pas faire ça. Je peux voir dans le futur, l'avenir, changer le passé, tout ça, mais je peux pas faire ça. Voilà, ça fait partie des trucs qui m'ont un peu gavé dans cette saison 4. Hein. D'espèces de ta gueule, c'est magique autour des pouvoirs des titans. Un peu pour Falco, mais surtout pour Eren. C'est un peu lourd, ça, je vous cache pas. Ouais, ça, c'est un peu gênant pour moi. C'est un peu gênant parce que ça ne fait que montrer que Eren est prisonnier de ses capacités au début et de son absence de choix à la fin. Et
Et sans doute voulu, quoi, sans doute voulu pour être ultra déprimant à ce niveau-là, mais voilà, rendre le personnage aussi déprimant, bah ça me déprime, voilà. Et je le trouve pas aussi satisfaisant que si cette décision était vraiment de son fait et pas d'un forçage du grand destin qui l'a amené à dire que ça ne pouvait être que comme ça que ça se faisait, quoi. C'est dommage, surtout quand on voit le résultat de fin, quoi. Là, ça ne pouvait ne marcher que comme ça. Et au bout du compte, ben ouais, les générations futures, ok, ça marche maintenant, mais les générations futures, ben, elles vont quand même être détruites. Ok. J'ai du mal. Je sais que c'est pas censé être une série joyeuse, mais me laisser sur cette impression-là, j'ai du mal, voilà. Donc ouais, j'ai ce problème-là avec Eren Yeager. J'ai ce problème-là avec Eren Yeager que je vais quand même mettre en A. Je vais même le mettre... allez, je vais le mettre en haut du A parce que j'aime bien ce qu'on fait des personnages. Je trouve que sa mentalité est très intéressante en dépit des forçages. Que ce soit Damoiselle en détresse dans la première partie ou Forçage du destin dans la seconde partie. J'apprécie la mentalité qui évolue et le fait que, ouais, jouer sur le protagoniste pour en faire l'antagoniste final, c'est assez énorme ça. J'aime beaucoup quand on retourne la situation comme ça. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien autour d'Eren. Je voulais juste appuyer les détails importants qui font que je l'adore pas autant que je le pourrais. Néanmoins, voilà un petit peu le topo. Alors, j'ai pas encore fait le détail pour le S. J'ai fait le détail pour A et tout, etc. Pour le S, je vais faire un petit peu le détail parce que je suis pas sûr, quoi. J'adore les personnages. Armin, malheureusement, je crois que je vais le mettre... Enfin, je vais mettre Jean, puis Armin. Ça va être ces quatre-là. Je leur dis ce trio génial. Qui je préfère? Alors, Erwin, qui n'aura pas su briller assez longtemps. Je vais le mettre en numéro 4. Il est génial, mais voilà, je pense qu'un tout petit peu plus de temps autour de lui, ça aurait pu aider. Levi, ouais. Il est classe, Levi, il y a beaucoup de trucs qui marchent bien autour de lui. Peut-être que c'est le syndrome du type classe, regardez-moi comme je suis sombre, comme je sais bien me débrouiller, etc. J'ai toujours le bon mot et tout. Peut-être que c'est un petit peu abusé quand on compare à d'autres, peut-être que c'est le micro-truc qui fait que je l'apprécie moins que celui-là. Et entre Angie et Floch, je redis Floch, j'adore le développement, hein. J'adore le développement du gars. Mais je crois que je vais mettre Angie en premier. Ouais, je vais mettre Angie en premier. J'adore son caractère, j'adore son développement de leader qui sent ce poids sur ses épaules et qui a beaucoup de mal à gérer ça. Et elle est super marrante, c'est la plus drôle de la série, quoi. Sans à aucun moment alourdir le ton quand il n'y en a pas besoin, quoi. J'aime beaucoup ce personnage, quoi. Elle sait parfaitement être à la fois super sérieuse, essayer de jouer le rôle qu'on lui attribue tout en devant être un peu elle-même. J'aime beaucoup ça chez le personnage. Il y a tellement de moments que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup par exemple son duo avec le prêtre qui n'est pas dans la liste, ou alors je sais pas, non, c'est pas le prêtre dans... C'est peut-être lui, j'en sais rien, je sais pas souvenir. C'est pas lui le prêtre, non, il est plus vieux que ça. Voilà, c'est son duo avec le prêtre dans la saison 2, il était très cool, par exemple. Vous avez fait quelque chose de pas mal. Il y a pas mal de trucs que j'adore autour d'elle, quoi. Je pense que c'est mon personnage préféré, ouais. Voilà mon top 6. Voilà mon top 6. Et en fait, vous avez même mon top 10 si vous voulez jusque-là pour notre sélection. C'est dommage parce que je pense que si Armin avait été aussi bon dans la saison 4 que dans les saisons 1 à 3, il aurait été numéro 1 sans problème. Mais ouais, non. Angie a su être plus constante, plus prenante à suivre. Voilà, la tier list, pas de F, ouais. Et en toute sincérité, une fois de plus, voilà, le problème, c'est comment on écrit son développement et l'absurdité de ses décisions qui font que j'ai du mal avec ce personnage. Mais en termes de caractère, il y a quelque chose qui me plaît, hein. Ouais, quoi, il y a très majoritairement des personnages qui me plaisent, dont certains qui me plaisent beaucoup. Très bonne série. Il y a quelques trucs qui m'empêchent de l'adorer autant que d'autres. Je sais pas si je
placerai exactement dans le top 15 de mes séries préférées animées japonaises. Mais ouais, je suis super content de l'avoir découverte. On sent les ambitions ultra fortes, ce qui fait que ça mérite vraiment d'être connu. Ça mérite cette reconnaissance, cette popularité que ça a. Et si ça divise autant avec les thèmes, les directions que ça prend, c'est parce que une grande partie de ces directions sont ambitieuses. Et je respecterai toujours les œuvres ambitieuses qui osent aller très loin, comme cette série. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ou sur le chat vos personnages préférés. C'était un plaisir à faire, une série que j'ai beaucoup apprécié regarder, apprécié suivre. Et j'espère que on en parlera de façon sympathique en commentaire. A très bientôt, bye!